merci d'être si nombreux ce samedi 17 mars matin pour cette nouvelle conférence expérience de paysage en Méditerranée, la première du cycle 2018, organisée par la Fédération française de paysage PAC-la-Corse. Voilà, merci beaucoup à nos partenaires ProUrba, à la Maison de l'Architecture et de la Ville qui nous accueille, au Festival de la Ville qui nous filme et ensuite les vidéos vont se retrouver sur le site de la Fédération française de paysage ainsi que toutes les précédentes. Donc voilà, on se retrouve en ligne et en vidéo. On est super content d'accueillir Philippe Delio aujourd'hui pour cette première conférence 2018 parce que je pense que chacun d'entre vous, vous êtes au moins baladé une fois dans un de ces projets. Et j'en sais que je parie, on va voir après que c'est vrai, donc on verra. Et voilà, personnellement, c'est la Fond-des-Mers à Aubagne. Moi j'ai trouvé le mien, vous trouverez le vôtre. Brice? Donc très rapidement, moi aussi j'ai trouvé le mien, c'est le jardin du Rayol, c'était facile. Hein. Philippe Delio a participé avec Gilles Clément à sa conception. Je voulais juste rappeler, parce que c'est bien des fois de faire des liens avec les autres expériences de paysage, et notamment avec l'expérience de paysage de Didier Corot, je ne me rappelle plus la date, mais vous regarderez sur Internet, que le jardin du Rayol est une conception, mais une conception qui a pu avoir lieu parce qu'il y a eu une étude antérieure qui a permis de faire en sorte que le terrain sur lequel le jardin du Rayol a été réalisé puisse être inscrit dans des documents d'urbanisme. Voilà, donc Didier Corot n'y a pas été pour rien, et vous irez voir son expérience de paysage sur Internet pour mieux comprendre. Voilà. Et on pourrait également faire le lien avec la conférence de Véronique Mur qui s'est déroulée la dernière fois au mois de décembre. Parce que Philippe Delio a souvent fait équipe avec Véronique Mur, et Véronique Mur a bien rappelé la dernière fois l'importance qu'il pouvait y avoir à monter des équipes pluridisciplinaires quand il s'agit de travailler dans des parcs urbains, quand il s'agit de travailler dans des espaces semi-naturels. Et d'ailleurs, Philippe Delio présentera de nombreux projets ce matin réalisés dans des espaces semi-naturels. Naturels par le processus de végétation qui s'y déroule, et semi parce que bien souvent ce sont des paysages qui ont été façonnés par des hommes. Voilà, on vous laisse la parole, Philippe Delio. Merci pour votre accueil. Donc moi je suis paysagiste depuis ma jeunesse, on va dire, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était pépiniériste, horticulteur, paysagiste aussi, comme vous savez, dans les années 50-60, il n'y avait pas de différence entre ceux qui dessinaient, ceux qui plantaient et ceux qui produisaient. Et donc il a une expérience comme ça sur tous les jardins de la Rance, à Dinan. C'est des origines bretonnes que je salue. Et donc j'ai continué à cet amour des plantes pour finalement faire l'école de paysage d'Angers et ensuite être pris comme objecteur de mention sur Rayol. Voilà, donc c'est là que j'ai rencontré Gilles. Je suis devenu son assistant et on a travaillé ensemble, on travaille toujours un petit peu ensemble. Avant de créer Alep, donc avec Juliette Aftec en 2003, avec aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs, dont Emmanuel Quimet, que je salue la présence ici, et donc de faire une équipe où effectivement on a essayé de prendre la place, quand je dis la prendre, c'est un peu fortuit, de paysagiste naturaliste, c'est-à-dire qu'on n'est ni un paysage urbain, même si on a fait des places, même si on a fait des parvis, même si on a fait la collée verte de Carpentras avec Neubou, mais en tout cas pas de paysagiste dont la principale préoccupation c'est de créer la ville, de créer l'urbanité, même si c'est essentiel, et même si c'est le cœur de notre métier de paysagiste aujourd'hui, de travailler bien sûr avec les architectes et avec les urbanistes. Je le fais, j'espère le faire encore plus, mais c'est pas mon corps de métier. On a beaucoup travaillé aussi sur la planification paysagère, sur les plans de parc, sur l'étude de paysage, sur les PLU, sur ce qu'on fait encore un petit peu, mais je le délaisse, mais en tout cas je le fais moins, pour justement développer la question qui est un peu l'objet de la conférence d'aujourd'hui, qui est de savoir comment on partage un patrimoine, et comment on transmet ce patrimoine au public, et comment on ouvre des sites au public. Donc c'est des sites parfois qui sont extrêmement sensibles, notamment les expériences avec le Conservatoire du Littoral m'ont beaucoup aidé sur la question des dunes, des lagunes, des
Arrière-Dunes, des Prés-Salés, de tout ce qui se passe dans cette épaisseur-là. Mais on travaille aussi sur les sites patrimoniaux, c'est-à-dire qui posent la question de savoir comment d'abord on préserve un patrimoine, comment on le requalifie et comment on le fait visiter. Voilà. D'où le titre de la conférence d'aujourd'hui, qui est de dire comment on scénographie un parcours, donc comment on prend la main du visiteur pour qu'on puisse ensuite évidemment l'amener vers l'objet du désir, hein, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire comment on arrive à lui faire partager ça, hein, cette espèce d'âme, mais aussi de patrimoine social, de patrimoine humain, de patrimoine culturel, de patrimoine naturaliste bien entendu, bref, de patrimoine paysager. On a développé aussi des équipes, ça met du temps, enfin, vous savez tous, je connais beaucoup de paysagistes ici, que quand on arrive et quand on débute dans la profession, on est tous là, on est tous passés par là, donc certains d'entre vous le font aujourd'hui, c'est comment on n'est pas seul, parce que seul, ça n'existe pas, seul on n'arrive pas à faire un projet, et donc il faut trouver une équipe. Et donc c'est des associations, etc., mais c'est aussi, et j'estime que c'est le cœur de notre métier, d'avoir des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire que, à l'image du Conservatoire du Littoral, à l'image de certains maîtres d'ouvrage, ils ont compris qu'effectivement la notion de site, de prise de site, si elle effectivement elle est portée par un paysagiste, ou par une équipe d'architectes avec des paysagistes, elle pose la question de la porte d'entrée et du regard que porte le paysagiste envers un site, c'est-à-dire que la notion du vocabulaire, de l'ambiance générale, des fonctions, et donc de la promenade, de la traversée, est essentielle. Et que donc, si elle est portée par le regard d'un paysagiste, avec toute sa sensibilité, sa scénographie de parcours, le respect des lieux, ou en tout cas l'histoire qu'il veut raconter, et que tout le monde raconte la même histoire, ça fait un projet cohérent. Et qu'effectivement, on sort la question de l'objet, même si l'objet est très important, mais que la question, effectivement, de savoir comment on scénographie ce parcours, et effectivement, et comment on donne à voir, hein, enfin, le donner à voir du 19e, hein, est essentiel. Et donc, grâce à ça, enfin, avec le temps, j'ai fait en sorte de monter des équipes où, effectivement, j'ai des architectes de sites. Hein, c'est un cas, c'est Jean-Michel Fratquin, c'est, voilà, qui est là aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes comme ça, qui ont ce regard bienveillant envers un site, donc envers un paysagiste, et vice-versa. Avec des urbanistes, avec des concepteurs lumière, avec des naturalistes, bien sûr. Je pense à François Macamoin, avec qui je bosse depuis 30 ans, qui était l'ancien conservateur du Radiol, c'est-à-dire qui est capable de dire, non de façon autoritaire, mais où sont les sensibilités et surtout, quels sont les sujets qu'on peut raconter aux visiteurs, hein, quelle est la matière de projet. Parce qu'effectivement, souvent, ouvrir un site, c'est la meilleure façon de le protéger. Hein, c'est ce paradoxe. Il y a la façon de le traverser. Mais aussi, évidemment, des BET, des bureaux d'études structures, des artistes, etc. etc. Voilà. Donc ça fait des équipes parfois un peu pléthoriques. Hein, souvent, moi, j'ai des équipes à gérer de 12, 15 bureaux d'études. Hein, et donc, on se retrouve, et c'est bien ça l'intérêt, mandataire de ces équipes. Hein, où il y a une co-signature avec tout le monde. Évidemment, la question du vivant en est une autre. Gilles Clément l'évoque si bien, où effectivement la façon dont on va anticiper ce qui va se développer dans le temps, hein, est une façon aussi de créer un projet. Voilà, donc tous les projets que j'ai un peu sélectionnés aujourd'hui racontent cette histoire-là. Juste pour finir, moi j'aime bien transmettre en tout cas cette idée-là aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis là, dans cette salle. On a beaucoup avoir des gens qui passent et qu'on relaye cette histoire-là. Et à chaque fois, effectivement, chaque personne apporte sa pierre. Un des sites dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le site de Poly, qu'on a ouvert en 2008. On va fêter ses 10 ans cette année. On va faire un petit livre d'ailleurs à cette occasion. Et ça m'amène d'abord à poser la question du parcours et de la promenade. Et finalement, en réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait deux façons assez
historique absolument génial qui parlait de ça, c'est la notion du pèlerinage, et puis les temples grecs. Le pèlerinage, là en l'occurrence Saint-Jean de Compostelle, est une assez belle façon de dire que la façon dont on va traverser un pays, la façon dont on va avoir des haltes, qu'on va s'immerger et développer une image mentale est absolument aussi importante que la basilique, hein, que le coquillage, et que la façon dont on va aller vers un lieu est presque aussi important que le lieu lui-même. Hein, c'est Stevenson hein, qui au 19e disait que c'était le plus important, c'était pas forcément la destination mais le voyage. Hein, Paulo Coelho aussi a parlé très très bien aussi de cette notion justement d'itinéraire, que la promenade enrichit le visiteur et que les haltes et la façon dont on va se promener participent à l'enrichissement personnel et presque enrichit l'objet du désir qu'on va aller voir ou l'objet de la visite. Voilà. Il y a aussi, comme vous le savez, vous connaissez peut-être cette citation de Confucius sur la question de la montagne. Hein, c'est pas forcément le sommet qui nous intéresse, mais la façon dont on va gravir la montagne hein, qui est intéressant. Voilà. Donc ça m'a toujours habité, et que la question de la scénographie du parcours et l'histoire qu'on veut raconter pendant ce parcours est essentielle. Compostelle, les pèlerinages, sans prosélytisme aucun, parce que je suis profondément athée, est une façon aussi de traverser un paysage, et beaucoup d'ailleurs de gens qui n'ont pas forcément de foi chrétienne absolue font ce pèlerinage, parce que justement, ils rentrent dans une histoire fabuleuse qu'il est, et que la façon d'arriver au lieu est une façon géniale. Les temples grecs, dans l'histoire, j'ai un beau-père qui est prof de latin grec, avec qui on a pu en discuter beaucoup, et puis on est allé beaucoup en Grèce, et puis la question du paysage en Grèce est assez fabuleuse, dans le sens où la mise en scène de chaque temple, en l'occurrence ici à Delphes, était calculée. C'est-à-dire que la façon dont on amenait les gens à aller, bien sûr, se recueillir, à aller faire des offrandes, à aller porter allégeance, en quelque sorte, était déjà une façon de mettre en scène, justement, le temple, et qu'on faisait bien attention qu'on n'y arrive surtout pas trop vite, et que les orientations du regard dans l'acheminement qui menait au temple étaient extrêmement étudiées, pour le voir par moments un petit peu de côté, pour subitement voir juste un petit peu la façade principale, puis tout de suite la cacher, et ainsi de suite. Donc il y avait une vraie scénographie de parcours qui était très 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 intuitive, très, très ambitieuse, et qui était aussi possible parce que les paysages dans ces collines étaient assez bas, donc on n'avait pas le problème de la forêt trop qui montait, et que le calage des oliviers, le calage des vignes, le calage des blés, hein, la fameuse trilogie, était une façon aussi à la fois de se nourrir, mais de mettre en scène l'objet spirituel de la nourriture spirituelle. Voilà, donc c'est ces deux exemples-là que je voulais vous mettre en premier, donc sur la question du chemin, et que la question de la promenade était effectivement essentielle. Le premier précepte, concept ou posture, ou appelons comme on veut, qu'on met en œuvre dans nos projets, c'est la question de la distance entre le moment où on arrive sur le site et l'objet de la visite. La politique du ministère de l'Environnement sur les projets grands sites a beaucoup développé ça. Hein. Voilà, c'est qu'on s'écarte, hein, et que la façon dont effectivement on accueille et la façon dont on va vers l'objet est important. C'est des expériences au Pont du Gard avec Véronique Mur et Bernard Pouvrel. Hein. Avant, comme vous le savez, on se garait dans le petit giratoire au pied du pont, et maintenant, effectivement, il faut 12 minutes pour aller au pont, et les 5 minutes moyens de temps de visite du Pont du Gard à l'époque sont devenus maintenant 1h15, 1h30. Et donc cette distance-là, elle est très importante, et pour autant, elle est parfois risquée, puisque les études de fréquentation ont montré que vous allez conquérir, au sens noble du terme, hein, conquérir un visiteur dans les 7 premières minutes. Si dans les 7 premières minutes, vous n'avez pas capté l'attention, ou en tout cas vous n'avez pas été dans quelque chose qui permet de s'engouffrer, de s'envelopper dans une atmosphère, hein, c'est pas forcément
attirer le visiteur ou convaincre le visiteur par une attention ou lui prendre son attention. Hein, non. Moi, je suis très favorable à l'écologie de l'attention, on pourra en parler si vous voulez. Mais c'est vraiment lui montrer qu'on va vers lui et qu'il y a cet effet d'immersion, effectivement, d'accueil. Et donc cette distance-là, alors souvent on estime qu'on peut obliger, je dirais plutôt inviter, un visiteur à marcher un quart d'heure. Voilà. Au bout d'un quart d'heure, c'est un peu compliqué, parce que vous allez être un peu pénalisant pour les gens qui ne marchent pas bien, parce que effectivement la famille avec les gosses dit « Ouh là là, mais c'est loin, ça va prendre du temps. » Bon, voilà. Bon. En un quart d'heure, on sait qu'on arrive à peu près à faire accepter qu'on marche. Voilà, donc c'est cette distance-là. Et donc cette distance, elle permet de plein de choses. Elle nous permet d'accueillir. Hein. C'est tout bête, mais une aire de stationnement bien foutue, c'est important. Hein. C'est une façon d'accueillir les gens, même si c'est peut-être pas là qu'on va mettre le plus l'argent, hein, mais en tout cas, c'est une façon d'accueillir. Ça permet de déconnecter, hein, voilà, de s'immerger dans quelque chose d'autre, de prendre le temps. Effectivement, parfois, il faut obliger les gens à prendre le temps. Ne serait-ce que quand on piétonise un centre-ville, hein, on invite les gens à prendre le temps, hein, d'être moins dans une consommation immédiate, de s'immerger. C'est la question bien sûr de l'ambiance, c'est la question de l'atmosphère, c'est la question de notre métier, comment on crée un univers, et puis d'étirer l'espace. C'est-à-dire que d'avoir cette posture de créer justement cette distance nous permet de travailler et nous oblige entre guillemets à nous travailler sur un plan masse, sur une ampleur plus grande. L'ampleur plus grande va parfois de dire à un maire, bah, votre projet il ne démarre pas là, il commence un quart d'heure avant, il commence sur la place de votre mairie, ou il commence au fond du vallon, et que si je n'ai pas un projet qui va du fond du vallon jusqu'en haut de la colline, ça ne marche pas. Voilà, donc ça permet aussi d'étirer cette chose-là. Voilà. Quand on a travaillé sur les carrières de Bibémus, on était passé en commission des sites en 2005, puisque c'était pour l'année Cézanne, l'année 2006, le centenaire. L'objet des visites guidées menées par la ville d'Aix-en-Provence, qui continue, c'est d'aller au cabanon. Voilà. On va au cabanon et on va voir les quelques motifs majeurs, hein, notamment Baltimore et le Rocher Rouge, qui est à l'Orangerie. On a tout fait de scénariser le parcours pour qu'on n'aille pas tout de suite au cabanon. Voilà. Et donc on fait passer les gens par les anciennes carrières, par l'endroit où on récupérait la roche de Bibémus pour la transformer en sable, crime aujourd'hui, ce qui serait absolument impossible, de plonger dans les carrières à partir desquelles on a construit la ville d'Aix-en-Provence, hein, où il y a encore les blocs, les failles, les marques, les outils, voilà, les blocs originels, et enfin d'arriver au cabanon et quand on se retourne, de voir la Sainte-Victoire. Voilà, donc tout ça fait en sorte qu'on prend le temps et on a une autre façon complètement de découvrir le site. Le deuxième principe, c'est le plaisir de la promenade. Alors je ne vous refais pas les cours que vous connaissez et les principes du 19e de la naissance de la promenade publique. Hein. C'est Alphonse, c'est Barrier Deschamps, c'est tous ces gens-là qui effectivement, à un moment, sous principe du génisme, mais aussi de démocratisation de l'espace public, hein, ont créé la notion de promenade publique, ont créé les jardins et promenades de Paris, hein, mais aussi ont créé le grand boulevard qui mène au Palais des Papes lorsque le train arrive à Avignon en 1865. Bref, voilà, on crée les cours et on crée effectivement le fait du vivre ensemble, premier vivre ensemble, pour dire effectivement que la promenade, le plaisir de la promenade, pas forcément vu et être vu, même s'il y avait un petit peu ça aussi hein, chez les bourgeois, et bien effectivement devient rassembleur et devient quelque chose qui fait en sorte qu'on a un plaisir commun qui est celui de se promener, puisqu'effectivement à cette époque-là on commence à faire en sorte qu'on ne travaille que 6 jours sur 7. Donc le plaisir de la promenade, c'est les mises en scène, c'est voir de loin, c'est les surprises, c'est l'image mentale. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va c'est nos outils qui vont faire en sorte que ce plaisir-là n'est pas quelque chose de fonctionnel, même si par moment on doit résoudre cette question-là, hein, de fonctionnalité, mais aussi de faire en sorte qu'on traverse des univers, qu'on traverse un paysage. Le troisième temps,
c'est découvrir le site, bien sûr. Voilà. Et la découverte du site, c'est faire en sorte qu'on puisse se poser. C'est la question de savoir comment on le transmet, et comment on le partage et comment on le fait comprendre. Et comme vous le savez peut-être dans les nombreux projets qu'on a développés, on a toujours cette espèce d'obsession positive, hein, de dire qu'est-ce qu'on raconte comme histoire et surtout comment on crée une scénographie extérieure ou une muséographie extérieure, appelons-la comme on veut. Mais en tout cas, nous on aime bien dans nos projets de faire en sorte qu'on va interpeller le visiteur et qu'on a des outils pour lui raconter justement l'invisible. Alors, il ne faut pas le faire de façon ostentatoire, il ne faut pas obliger les gens à passer, voilà. Mais on a des façons, on va en parler tout à l'heure, de faire en sorte qu'on puisse transmettre cette connaissance et ce fameux patrimoine dont on parlait tout à l'heure. Et puis la notion de la contemplation est aussi évidemment quelque chose de profondément important dans notre métier de paysagiste, c'est qu'effectivement un beau paysage, moi j'aime bien souvent dire un paysage c'est ce qu'on est capable de décrire lorsqu'on ferme les yeux, et bien comment on donne à voir, hein, on revient au principe du 19e aussi, comment on donne à voir, et donner à voir c'est pas forcément par le spectaculaire, mais c'est aussi parfois peut-être même presque par la sensation, hein, qu'on développe une sensation et qu'on met le visiteur en possibilité de ressentir quelque chose. Voilà, et puis pour suivre la visite, qu'est-ce qui se passe après, hein, il y a toujours un après, et effectivement le après, c'est comment on continue à transmettre, comment on continue à vivre de l'intérieur. Il y a beaucoup de sites où on fait en sorte que les gens puissent habiter à l'intérieur, puissent passer un moment à l'intérieur, boire un coup à l'intérieur. Voilà. La buvette d'un jardin, la buvette d'un square, la buvette d'une place, comme vous le savez, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où on aime se poser et on vit les choses. Voilà. Presque parfois habité, on a fait des projets comme Arjusan où on a créé des gîtes, hein, pour que les gens puissent vivre une semaine sans prendre leur bagnole. Voilà, ils arrivent, ils s'immergent, et tout se fait à vélo, à bateau, à cheval, et on puisse habiter. Et puis revenir, bien sûr, ça c'est l'espoir que plus les gens reviennent, plus effectivement on peut faire en sorte de leur raconter une histoire différente. Voilà, donc toutes ces choses-là posent des questions bien sûr de la valeur de la destination. Quand on aménage Bibémus avec le poids de Cézanne, lorsqu'on aménage Lourdes avec le poids spirituel, ou quand on aménage la Collega de Carpentras, c'est pas la même destination. Voilà, hein. On a forcément un regard différent, hein, dans l'objet de la visite. Voilà. La question du rythme et de la nature du parcours est aussi essentielle. Hein, comment on scande, comment on crée les effets de seuil, la question des sols est aussi absolument essentielle pour nous. Hein, voilà. Ça pose la question de l'expérience du visite, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment les gens peuvent ressortir quelque chose de cette visite-là. C'est pas prétentieux du tout, hein, c'est juste comment on partage ça avec une expérience sensorielle. Lorsqu'on regarde un tableau ou qu'on va visiter un musée, eh bien aussi se pose lorsqu'on traverse un paysage. Et puis la question évidemment d'activer ou de désactiver, ça c'est la grande marotte en ce moment de ces promenades actives, hein, comment on fait en sorte que la ville, dans les promenades urbaines, dans les places urbaines, lorsqu'on avait concouru sur Bougainville avec Jean-Michel, on s'était beaucoup posé cette question-là, comment effectivement on active une promenade, comment on active effectivement les égalades, eh bien c'est important aussi par moment de désactiver, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé qu'on soit toujours sollicité, toujours en action mentale, mais aussi par moment d'être plus dans quelque chose qui est plus calme. Voilà. Enfin, les différentes postures. Parfois, c'est bien de rien dire jusqu'au bout. On a un peu eu cette attitude à Blandas, c'est-à-dire que la façon de découvrir le siècle de Navacelle comme un rideau qui se lève est déjà une expérience en soi, et que comment ça s'est formé, comment la vie ça a été détournée, comment on peut le dire après ça, on n'est pas obligé de le dire tout de suite. Parfois au contraire, on veut donner des clés de lecture avant la visite, c'est important, hein, de dire aux gens où ils sont, qu'on leur donne les clés pour qu'ils ne se posent pas trop de questions, dans le sens où s'ils ne comprennent pas où on est au départ, parfois ça nuit à la visite, ou à la qualité de la visite.
Parfois, on veut immerger le visiteur dans un univers dès le premier instant. Hein, c'est le cas en ce moment, on réhabilite, enfin ça fait longtemps que ça dure avec Guéry, le jardin d'acclimatation de la ville de Paris. Bon, clairement, dès l'entrée Sablon, on doit être dans un univers parisien. On est dans un parc parisien. Voilà, on va pas le dire plus tard, ça. Il faut que les codes qui renvoient au parc et jardin du 19e, même si on va les travailler de façon contemporaine, il faut qu'on les livre tout de suite. Hein, voilà, il faut que l'ambiance, cette ambiance-là qui crée une identité, qui crée un univers, il faut les donner tout de suite. Et puis créer la boucle, ou perdre les visiteurs en chemin, moi je me mets toujours dans une logique qui a ce que j'appelle moi la boucle présidentielle. Demain vous avez un éminent visiteur, c'est votre grand-mère, c'est le président de la République, peu importe. Quelle boucle on lui fait faire, voilà, quel tour du visite on lui fait faire. Voilà. Et que la question de la boucle, si on s'oblige à faire une boucle, on est déjà plutôt bien parti pour dire qu'on peut scénographier. Voilà. D'ailleurs, on peut la prendre pas forcément dans un sens ou dans l'autre. Et perdre les visiteurs, parce qu'on a toujours cette obsession aussi, comme au Rayol avec Gilles, ou d'ailleurs au Rayol, vous arrivez tout de suite, à partir de maintenant, vous pouvez vous perdre, hein, c'est marqué. C'est important de faire en sorte qu'il y ait une double lecture, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la boucle, mais il y a aussi les petits chemins, il y a aussi les impasses, il y a aussi les labyrinthes, il y a aussi les endroits où on ne sait pas trop aller. Voilà. Enfin, les outils. Alors, on a tous nos outils classiques, hein, vous les connaissez, on les étudie à la fois en architecture, en paysage et en urbanisme. Hein, c'est les cadrages, c'est les belvédères, c'est les halles, c'est les seuils. Nous, on aime beaucoup développer, on en a parlé tout à l'heure, de tout ce qui est la scénographie extérieure, à travers les maquettes, à travers les fresques, à travers les objets animés, les installations, les lutrins, enfin bon, voilà, beaucoup de choses qui nous permettent de transmettre justement ce patrimoine et puis aussi d'animer au sens noble du terme le site, et puis parfois de raconter aussi une histoire à travers la mémoire. À Poli, on avait à raconter cette mémoire ouvrière, et on n'avait pas forcément envie de la raconter à travers des panneaux d'exposition. Le livret de visite est aussi une façon de le faire de façon assez discrète. Hein. On parlait de la Fond de Mai tout à l'heure. À la Fond de Mai, c'est plutôt des petits pictos, des petits objets, des choses toutes simples, qu'on n'est pas forcément obligé de le voir, et ça renvoie à un livret de visite. Et ce livret de visite, il nous raconte ce qu'on ne voit pas tout de suite, mais si on veut le savoir. Enfin, les médias interactifs, je ne suis pas très fan de ça, moi. Mais comme vous le savez, de plus en plus, on développe ça. C'est les QR codes, c'est les vidéos guides, c'est les audio guides. Bon, il y a des outils formidables pour ça. Mais moi, je trouve de plus en plus, même à l'étranger, les gens finalement ne regardent même plus l'objet, ne regardent plus ce qu'ils ont autour d'eux, ils regardent leurs écrans, comme d'habitude. Et finalement, on perd la relation intime avec la matière, avec la couleur, avec l'odeur, avec... voilà. Comme dirait Camus, il n'y a rien de mieux que l'odeur de l'ombre, quoi. Voilà. Et que ça, c'est pas un smartphone qui va vous donner. Voilà, pour conclure, avant que je vous montre des exemples, voilà, la façon de traverser un projet est un paysage en soi, et on travaille beaucoup cette notion-là, et que parfois, la façon de dessiner un sentier est un projet. À Poli, on avait la question de la ville et de l'espace naturel et cultivé. La Côte-Vermeille est entièrement cultivée. Et comment on faisait ce rapport entre l'aspect construit du port et de la darse qui a été creusée et qui a permis de créer le Poli, dans sa plaine, et le paysage extraordinaire des vignes qui descendent jusqu'à la mer et du site qu'on avait à aménager. Poli, bon, c'est la première usine que Nobel a construite en France en 1870. On a été d'ailleurs visiter, lorsqu'on avait travaillé sur ce projet avec Emmanuel Guillemet, la première usine de dynamite à Vieterminken à Stockholm. On avait rencontré le directeur du musée Nobel, on avait travaillé avec des historiens, comment donc Nobel d'abord a créé cette invention fabuleuse qui a fait fortune, en l'occurrence la dynamite,
comment par inadvertance il a fait tomber de la nitrode et de la tourbe, ça n'a pas explosé, il en a fait une pâte, et cette pâte après il l'a paraffinée, bon bref. Après c'était dans du coton, ça a été développé, mais en tout cas à Poli, il a créé cette dynamite qui a permis de créer aussi beaucoup d'ouvrages. Le canal du Panama, le tunnel du Mont Blanc, le port de Cayenne, etc. Et puis c'était un site assez fabuleux parce que ça a été un peu sauvé des eaux, sans jeu de mots, puisque c'était là qu'il y avait le fameux projet mairie, un promoteur, vous avez la maquette en bas à gauche, qui voulait créer une marina et de refaire un port Grimaud, un port Camargue. Enfin, c'était la fameuse mission Racine qui à un moment, heureusement, a été arrêtée. Donc Poli, c'est 20 hectares, c'est 2 caps, c'est 3 anses, c'est 95 bâtiments, on en a démoli 85, et la question qui nous était posée, c'est comment à la fois on respecte la mémoire des gens, des 3 générations qui ont habité ce site, qui ont travaillé, il y avait une école, il y avait un village, il y avait 1500 ouvriers. Comment on affirmait le fait qu'on avait une requalification paysagère et écologique. Le conservatoire rachète le site, c'est pour effectivement aussi raconter cette histoire-là, comment on renature un site, comment la nature qui a horreur du vide se réapproprie le lieu. Et puis troisièmement, comment ne pas nier aussi le fait qu'on est quand même dans une des plus belles baies du sud de la France, une des plus belles plages protégées, et que c'est un lieu aussi balnéaire. Voilà, et que le plaisir de la baignade, mais le plaisir de traverser le site avant d'aller se baigner, était aussi important. Donc on a développé un concept qui était de dire il faut retraverser ce paysage et le recomposer, mais de façon extrêmement simple et de façon extrêmement efficace. C'est qu'il ne s'agit pas de perdre les visiteurs, même s'ils peuvent se perdre un peu dans les forêts et dans la friche. Il ne s'agissait pas de recréer un univers balnéaire, mais de recréer trois grands morceaux de paysage que vous avez là. D'abord les plains, l'arc panoramique en bas, l'arc littoral à droite, qui est un index de ce qu'on trouve sur la mer, et le vide du centre. Le vide, c'est la grande prairie, c'est la relation entre la mer et les Alberts, c'est la grande halle conservée comme un dos de baleine. Et donc, c'est une façon de recomposer un paysage pour que chaque morceau, chaque arc, effectivement, raconte du plus anthropique au moins anthropique, ou de la pinède jusqu'à la dynamitrie originelle. Manu, encore lui, nous a fait des petits dessins où effectivement on a pu raconter la scénographie d'approche, comme un cinéaste pouvait effectivement faire un petit storyboard. Vous avez ça en BD, vous avez ça dans... c'est un outil classique qu'on utilise souvent. À savoir comment on peut à chaque fois, avec une matière, un cadrage, une ambiance, une ouverture, dire ce qu'on veut raconter. En l'occurrence, l'arrivée de la maison de site, il y avait ce ruban où on voulait trouver quelque chose au fond qui nous interpelle, parce qu'on arrivait sur une façade aveugle, ce qui n'est toujours pas très agréable pour à la fois un paysagiste et un architecte, en l'occurrence un cas de Grenoble. Comment on traversait le jardin du directeur, comment on s'ouvrait d'un coup sur la grande prairie, ou comment on arrivait à la fin par un parcours muséographique de plein air de la dynamitrie originelle. Ça a donné un squelette, un schéma de visite, donc entre les grands arcs et les petites promenades. Il y a encore le 3e étage que je ne vous ai pas mis, mais qui est vraiment qui sont les petits sentiers. Donc comment en armant ce squelette, on arrivait de fait à créer une promenade panoramique, même si le panorama n'était pas quelque chose qui était en belvédère, ou une promenade littorale qui est d'ailleurs depuis se poursuit vers le Cap Nord. Donc on a trouvé des astuces pour raconter cette histoire sans forcément l'armer et l'imposer aux visiteurs, mais que ça soit aussi attrayant. Je disais souvent au Rayol, on a plein de choses à dire. Il vous l'a raconté, il a écrit, il a théorisé, il a d'ailleurs pratiqué avant de la théoriser. Mais il faut d'abord qu'au Rayol, la promenade soit agréable. Et s'il est agréable, vous mettez en condition les visiteurs de pouvoir aller plus loin et de raconter une autre histoire après. À Poli, c'était un peu ça.
La fresque, c'était d'abord une belle fresque. C'était d'abord une vraie fresque, à fresco, enfin vraiment, voilà, avec des gens qui font des fresques, etc. Et en l'occurrence, ça raconte aussi la sortie de l'usine. L'habillage vestimentaire de l'époque, les tenues, les espadrilles pour pas faire des étincelles, sinon ça explose. Enfin, voilà. On a récupéré plein d'objets dans la démolition des bâtiments qu'on a trouvés dans la terre, etc. Et ces objets dans les sols, qui sont devenus des mobiliers, étaient une façon indirecte de raconter aussi quelque chose, la vie des gens et les techniques. Voilà. On a fait parler les sols, c'est-à-dire que les bétons imprimés qu'on a mis en œuvre, qu'on a inventés pour le site, eh bien, sur la Grande Prairie, parler des herbes de la Grande Prairie, et sur l'arc littoral, nous raconter comment était fabriquée une pomme de pin, enfin, comment s'insérait une pignon dans une pomme de pin, voilà. Puis on a dessiné des aiguilles géantes. Il fallait raconter l'évolution des bâtiments, les anciens noms et les nouveaux noms, puisque chaque bâtiment avait une nouvelle destination. Donc l'atelier des caoutchoucs est devenu la Grande Halle, hein, qu'on lit à l'endroit lorsqu'on est en dessous, lorsqu'il n'y a pas l'ombre, est à l'envers quand l'ombre apparaît. Grande discussion, mais bon, j'ai tenu bon et pour le moment c'est toujours comme ça. Et puis comment certains objets proprement dits, en l'occurrence des pierres de Volvic taillées, ramenées de Volvic, qui étaient le fond des fours à acide pour brûler les acides résiduels, eh bien renvoyaient à Delphes, puisqu'à Delphes, en dehors du fait qu'on guidait les visiteurs et qu'on les amenait à observer un temple d'une façon magique, on disait aussi à un moment, attention, vous approchez du temple de Delphes, à partir de cette limite, vous entrez dans un espace sacré, faites attention, où éloignez-vous, parce que c'est pas forcément bon entrée. Mais chaque temple était comme ça, délimité par des bornes qui parlaient, par des objets qui parlaient, pour dire aux visiteurs, attention, vous rentrez dans un espace particulier. Et on faisait parler un objet plutôt que clôturer un site. Ici, on a repris le même principe, c'est-à-dire qu'on fait parler l'objet, voilà, l'objet parle aux visiteurs, et en l'occurrence explique ce à quoi il sert, mais cet objet, il sert aussi de banc, il sert de table de pique-nique, il sert aux oiseaux à boire lorsqu'il est rempli d'eau, et en même temps il renvoie à un autre lieu. Et puis enfin les maquettes, c'est un peu une marotte, souvent on fait des maquettes dans tous nos sites, donc on part de pâte à modeler, hein, voilà, là c'est un sculpteur qui nous a construit cette formidable maquette pour polir, mais parfois c'est de la résine pour les pièces d'escalade, parfois c'est du béton de sites comme les faux rochers, voilà. Bon, et ça renvoie, et ça permet aussi d'expliquer le site, là en l'occurrence le site en 2008, et les gens, vous voyez, qui reviennent de la plage avec le ballon, bah, ils font un petit tour par les alcôves. Voilà, et puis enfin le jardin, on a voulu à travers les 4 jardins qui sont devant l'ancienne maison du jardin du directeur, bah, chaque jardin renvoyait au voyage de la dynamite, c'est-à-dire qu'on a été réétudier le Panama, lorsqu'on traverse le Panama, quel paysage on a autour, ou à Cayenne, ou en Algérie, puisque il y a un bateau qui, par semaine, partait en Algérie. Donc voilà, donc comment on arrive à recréer un morceau de paysage qui renvoie aux endroits où la dynamite a été envoyée. Et les guides parlent de ça, hein, sans forcément qu'on sache exactement qu'on est dans cet univers-là. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui, 10 ans après. Donc vous voyez la petite voie que vous avez en bas à droite, où l'aire de stationnement effectivement a été reculé. Donc on a dessiné un tunnel sous la route, voilà. Et puis on arrive enfin jusqu'à l'arrivée. Vous reconnaissez un peu la Grande Halle, la Grande Prairie. Donc la façon d'arriver à Poly est une façon aussi assez belle. Et la façon dont on peut commencer à interpeller le visiteur par la passerelle qui traverse le Causpron, les affleurements rocheux, la manière dont on a bâti les pierres, dont on commence à travailler les bétons, dont on a la signalétique d'entrée, vous avez vu avec ce gros titre et la fresque, nous donne effectivement une façon d'arriver dans un univers et dans une atmosphère qui après effectivement s'enrichit au fur et à mesure de la visite. Donc cette organisation où on voit bien là l'arc panoramique sur la droite et la Grande Prairie qui s'ouvre sur la gauche,
eh bien, effectivement, est une façon aussi, bien sûr, de rentrer dans un bâtiment, de mettre en scène une architecture. L'organisation du hameau, où on a à la fois les toilettes de la plage, les petites salles de réunion, une exposition et un atelier des barques, parce qu'à Poli, on restaure des barques catalanes, donc c'est aussi une façon de renvoyer un univers et un patrimoine différent de celui des générations d'encartoucheuses ou de nitreurs, donc c'est une autre histoire. Hein. Et bien effectivement, le dessin de la façon dont on va lier ces bâtiments, dont on va créer une nappe très simple entre eux, et de renvoyer à la mer pour ouvrir les vues est une façon aussi bien sûr de mettre en scène le paysage. Les deux arcs se rejoignent autour de la Vigie, qui était un ancien château d'eau, pour arriver à l'esplanade des 4 tours, où effectivement on s'était aperçu avec Manu qu'à cet endroit-là on voyait les 4 tours du site, la tour de la Madeloque, pour ceux qui connaissent au bout des Alberts, la Grande Cheminée, la Vigie et le Cap Béar. Hein, voilà. Et donc l'esplanade des 4 tours est restée. Sur le guide du visite, je vous assure, il y a marqué Esplanade des 4 tours. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui savent pourquoi on appelle ça l'esplanade des 4 tours, mais n'empêche que les gens, aujourd'hui, se donnent rendez-vous à l'esplanade des 4 tours. Voilà, et puis les arcs, la façon dont on va gérer la prairie, dont on va la laisser pousser, la faucher très minutieusement sur les bords, pour comprendre que les grandes herbes, les grandes mauves, les grands lins ou les autres lotiers eh bien, sont laissés exprès, et que ce qu'on va laisser pousser est volontaire et pas subi. Et pour faire comprendre ça, effectivement, il faut créer une limite, hein, une frange, un seuil. Voilà cette grande prairie qui s'avance vers la mer avec cette pinède dont on garde effectivement les ressemis en gardant les plusieurs générations de pins. Et puis enfin la dynamiterie originelle, où effectivement on a gardé la première dynamiterie où il y avait 4 alcôves qui étaient coiffées par des maisons en bois, que si ça explosait, ça partait en haut et les gens étaient protégés entre. Et bien ces 4 alcôves sont devenues 4 chambres, hein, 4 lieux scénographiques où on retrouve la maquette, la maquette du grand site et les différentes cartes de l'usine à l'époque. Voilà, enfin le jardin dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui a été redessiné, on a perdu tous les palmiers d'ailleurs depuis l'ouverture, et bien garde une composition et différentes carrés, hein, les fameux carrés des voyages de la dynamite. Voilà, donc Poli, c'est la rencontre à la fois d'un paysage agricole et d'un paysage maritime, c'est à la fois la rencontre d'un paysage extrêmement dessiné, le jardin, et de quelque chose d'extrêmement anthropique, puisqu'on a créé à la fin des fourrés de gâtilliers, de vitex qui existaient d'ailleurs protégés et qu'on a étendus, et que la façon dont le visiteur traverse ces différents espaces est effectivement une façon de dessiner un projet où l'argent a été mis. Je parle souvent de ça, où est-ce qu'on met l'argent, parce que comme vous le savez, on a toujours des contraintes. Et dans une commande, un bon projet, souvent, moi j'aime bien dire que c'est une bonne réponse à la question posée. Et dans la question posée, il y a la question évidemment de savoir ce qu'on veut raconter, de l'acte politique, mais c'est aussi comment faire avec les moyens du bord. Voilà. Et parfois les moyens du bord sont réduits. Hein. Et à Poli, même s'il y avait un budget important, ramener au mètre carré, c'était pas grand-chose. Donc il fallait savoir où on mettait l'argent. Voilà. Et on a mis l'argent sur les sols, sur les arcs, sur le jardin, et que tout ce qui était entre était quelque chose qu'on était plus dans une logique de régénération, de ressemis, de recépage, de labour, et on voyait ce qui se passe. Enfin, on voyait ce qui se passe, on initiait une démarche, hein, plutôt que de tout aménager. À Lourdes, toujours avec un cas, on a un site qui fait 50 hectares, un sanctuaire incroyable, construit donc depuis 1861, date de la première apparition, et donc qui, comme vous le savez, est devenu un lieu incroyable de pèlerinage où le sanctuaire accueille plus de 8 millions de personnes, et donc il fallait savoir comment on remettait en scène la grotte et surtout les gestes que les pèlerins allaient faire. Lourdes, pour ceux qui connaissent, moi j'ai découvert à un moment de ce projet, c'était un vilain enrobé, des vilains platanes, parce que là-bas, ils taillent à mort, par rapport à la neige aussi, et puis quelques
mauvais banc, pardonnez-moi, en métal, devant un dallage assez sommaire où il y avait effectivement ce qui est le plus sacré, c'est-à-dire l'arrivée de la source. Et les gens qui se recueillent. Et il y a une ferveur à Lourdes qui, même moi, qui m'a touché et qui est réelle, qui est puissante, qui est extraordinaire. Voilà. Bon. Et qui, je pense, peut avoir un effet psychologique sur les gens. Et donc, on a essayé de faire en sorte que l'arrivée sur la grotte et la mise en scène, au sens littéral du terme, de passer de l'ombre à la lumière, devait se retrouver dans la façon dont on allait aménager l'espace, donc c'est-à-dire comment on recrée cette ombre et cette lumière, comment on passait d'un sol à un autre, et comment effectivement on scénarisait le parcours jusqu'à la grotte qui devait littéralement devenir plus lumineuse. Voilà, donc on a créé effectivement un jardin d'ombre entre l'arrivée principale et la grotte, l'espace de la grotte proprement dit, qui renvoyait en face, le jardin des fontaines, et enfin le jardin des lumières de l'autre côté. Et donc tout ça devait effectivement faire en sorte que de changer, mais ça c'est le diocèse qui l'a voulu, on a travaillé avec des hommes d'église, avec le recteur de Lourdes, qui sont des gens d'une culture absolue et d'une profondeur d'esprit assez incroyable, et comment on arrivait effectivement à changer le comportement des pèlerins, qui étaient plutôt d'abord de remplir ses bidons et sa bouteille, et après aller prier, pour faire l'inverse, pour dire effectivement, on va à la grotte, on va toucher le rocher, on va se recueillir, ou passer devant, voilà. Ensuite, on fait le geste de l'eau, en écho à la parole de la Vierge, aller boire à la source et s'y laver, en tout cas c'est ce qu'a entendu Bernadette, et ensuite on fait le geste de la lumière, où on va prier, et on va renvoyer à d'autres personnes, etc. Donc c'est comment on arrive avec cette étroitesse de flux, puisque même si le gave a été gagné, le parvis de la grotte a été gagné sur le gave, pour partir de deux grands points de convergence, puisqu'il y a les bains aussi, puisqu'il y a plus de 400 000 personnes qui vont se baigner aussi dans les bains d'eau bénite, et donc comment on organise cette organisation. Et entre les kiosques, les lacets, les brûloirs, les barrières, les auvents, comment on va créer effectivement un parcours. Et donc, on a initié justement quelque chose qui ne soit pas erratique, c'est-à-dire qui ne soit pas forcément lié à la ligne droite, même si, comme vous le savez, dans un projet, le chemin le plus court est souvent celui qu'on emprunte, mais d'arriver effectivement à travers un mail où les gens attendent à l'ombre aussi, c'est un confort de visite, jusqu'au geste du rocher, comment ensuite on va traverser le jardin des fontaines, aller faire le geste de l'eau, et enfin le geste de la lumière en face, et retourner. Voilà. Donc comment on crée la fameuse boucle, comment on crée effectivement différentes ambiances et différentes postures. Comment on met en scène aussi la grotte depuis l'autre rive, quelque chose qui avait été assez nié par les anciens aménagements, où effectivement on arrivait à combler l'espace, à aménager l'espace, à suraménager l'espace. Et comme on l'a fait à Poli tout à l'heure, comme on l'a fait à Lourdes, on est souvent dans une logique de soustraction. C'est-à-dire que notre projet, c'est d'abord enlever, c'est d'abord ouvrir, c'est d'abord effectivement retrouver les relations visuelles entre les différents lieux. Voilà. Donc ces différentes boucles, ces différentes itinéraires, à Lourdes, c'était un peu compliqué, permet aussi de différencier les pèlerins, les simples visiteurs, le visiteur qui n'est pas forcément croyant et qui veut visiter Lourdes parce qu'effectivement c'est un lieu assez fabuleux, et puis bien sûr les malades, les feutiers. Lourdes c'est 2 tonnes de cierges par jour, donc il faut trouver les moyens d'amener 2 tonnes de cierges par jour, et d'arriver à arriver aussi aux malades. Voilà, et donc comment un grand voile de pierre unifiait cette promenade, comment les sols qui s'élargissaient, qui se dilataient entre ce qui est précieux, la pierre, confortable, le béton poli pour les genoux, et basique, l'enrobé pour effectivement les flux fonctionnels, permettaient de créer effectivement une organisation. Et puis enfin, comment la question du végétal, c'est-à-dire la composition végétale, créer à la fois un mail pour l'ombre, à la fois des îles pour le jardin des fontaines, et une grande clairière pour le jardin des lumières. Voilà. Donc tout ça a créé un plan masse, créé une réflexion sur les matières de site, qu'est-ce qu'on empruntait au site pour créer notre projet,
qui permettait aussi de mieux comprendre la question aussi des vues et de ce grand parc qui datait du 19e, et puis les matières de projet, c'est-à-dire comment tout ça on le traduit en sol, on le traduit en cadrage, on le traduit en matérialité, on le traduit en ambiance végétale. Voilà, et puis on s'est posé beaucoup la question, comme souvent, du sol au sens propre du terme, c'est-à-dire du sol géologique, et comment ce calcaire marbrier, qui a construit la basilique, on est allé revisiter les carrières qui ont permis de construire la basilique pour en réextraire des pierres, et pour faire en sorte que la question principale qui était à l'évêque, de dire comment on a un acte de naturalité, de retrouver les origines, de retrouver les sources, de revoir la source, qui avant était dans un petit hublot, renvoyait malgré tout à dire qu'on redescendait vers la source et qu'on retrouvait quelque part une minéralité qui renvoyait au gave avant qu'on le minéralise, c'est-à-dire avant qu'on lui fasse un quai, et que l'image d'Épinal de Bernadette que vous voyez en haut à gauche, qui rentrait dans cette petite grotte avec les méandres de l'eau qui arrivaient jusqu'au pied de la grotte, eh bien renvoyait à une écriture, à une diffractation, à des interfaces, à des choses qui, effectivement, n'étaient pas uniquement lisses et fonctionnelles. Voilà, on a dessiné tout ça avec Damien, et puis on a réorganisé effectivement avec les architectes comment la conque, à l'image de la place de Sienne, pour vous donner une image, devenait un béton poli et le reste restait noir pour effectivement descendre jusqu'à la grotte. Voilà, et puis le projet a commencé, on n'a pas fini, on est encore en plein de travaux. Donc je vous montre des étapes du chantier. En l'occurrence, on a réussi à retravailler des grandes dalles en pierre de 3 mètres de long, qu'on a cassées sur place, qu'on a réassemblées sur place, avec effectivement les grandes dalles plutôt côté rocher et les petites dalles côté rivière. Et puis travailler effectivement ces îles, où même les bordures en pierre ont été polies sur place, comme si elles étaient usées par l'eau. Vous voyez, ça a été pris la semaine dernière, on a encore au vent des bains, là, dessiné par un cas qui est au loin. Et comment tout ça, entre ce qui est clair et ce qui est sombre, entre ce qui est diffracté et ce qui est planté, et bien effectivement créer différents univers entre les espaces ouverts et les espaces fermés, ou même des choses très simples pour même mettre en scène l'arrivée des prêtres jusqu'à la grotte. Au jardin d'acclimatation, la question du 19e, la question de l'écriture, la question de la composition d'ensemble, dessinée par Barrier Deschamps, était effectivement essentielle. On avait un héritage extrêmement important, et donc comment on arrivait à réouvrir la rivière, réouvrir le centre du jardin, resimplifier les allées qui, depuis 1860, datent de la création de ce lieu par Barrier Deschamps, jusqu'à maintenant, 150 ans après, c'était disloqué, c'était segmenté, diffracté. Voilà. Donc comment on arrivait à retrouver le dessin des allées fluides. Le 19e, c'est quand même l'art des jardins du Second Empire qui a inventé, mais les Anglais l'avaient fait un petit peu avant, la fameuse découverte cinétique, c'est-à-dire comment effectivement on a au fur et à mesure du pas qui avance une découverte qui est différente, et comment les continuités de la rivière devaient se retrouver, et bien sûr les relations paysagères entre les différents bâtiments également. Notre plan guide, c'était le plan aquarellé magnifique de Barrier Deschamps, qui est effectivement disposé à travers une rivière centrale, comme il le fait d'ailleurs 5 ans plus tard au Rocher des Dons à Avignon, qui est un petit jardin d'acclimatation, et comment les grands bâtiments qui renvoyaient bien sûr aux découvertes extraordinaires que la France avait dans ses colonies, c'est là qu'on expose les premiers poissons tropicaux dans le monde, c'est là qu'on a le palmarium, c'est là qu'on a effectivement aussi tout le savoir-faire de l'agriculture française, renvoyer des univers absolument incroyables. Et comment, dans cet univers-là, on allait créer une interface entre ce qui est le plus patrimonial, on est dans un site classé, etc. Donc côté nord, en l'occurrence avec la Grande Volière qui est encore là, effectivement avec plus des jardins qui renvoyaient aux forains, qui renvoyaient à la ville, et comment on retrouvait petit à petit une forêt jardinée avec ce qui était le plus contemporain, le plus innovant pour aujourd'hui, qui est en l'occurrence qui était le bâtiment de Guéry avec la fondation Louis Vuitton. Donc comment tout ça permettait d'avoir 5 grandes postures de comment on remettait en scène les entrées,
pour retrouver cet univers de la promenade parisienne, des pavés parisiens, des bancs, des candélabres, et des ouvertures visuelles vers la rivière enchantée qui est au loin. Comment redégager le cœur du jardin, hein, comment on réouvrait et comment on permettait que les grandes écuries redialoguent avec le lac. Comment on arrivait à trouver cette continuité de la rivière en séquençant les différents états de nature de cette rivière totalement artificielle, mais qui est effectivement exprimée avec ses berges, avec sa faune, avec tout ce qu'on peut y faire, un désir de nature assez fort qu'on pouvait retransmettre aux visiteurs et que les visiteurs cherchent. Hein. Et comment enfin on pouvait retrouver des grandes entités paysagères identitaires en les liant entre elles, c'est-à-dire qu'on ne raisonnait pas uniquement par micro-jardin ou micro-paysage, mais qu'il y avait toujours la notion de l'itinéraire, des continuités végétales, des continuités paysagères, des perspectives qui devaient se prolonger, non pas de façon balistique, mais au fil du pas, comme on disait tout à l'heure. Tout ça a créé effectivement une composition végétale qui racontait à la fois une gradation entre ce qui appartenait plutôt au bois au sud et plutôt au jardin régulier 18e au nord et aux alignements des surélevés, des tilleuls taillés au rideau comme au jardin du Palais Royal, etc. Et plutôt effectivement au verger en rose sur l'univers de la ferme, hein, puisqu'il y a une ferme normande au jardin d'acclimatation qu'on a réhabilité avec Jean-François Baudin. Voilà. Et donc ces grandes promenades nous ont permis de définir des itinéraires privilégiés, des façons de mettre en scène particulières les bâtiments principaux. Et je ne vous cache pas qu'avec Guéry, c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment dialoguer avec lui, c'est qu'on lui a dit, bon, comment on met en scène votre bâtiment? Comment on y arrive? Comment ce bâtiment fantastique, un polymorphe très 19e quelque part, hein, mais à sa façon, eh bien effectivement on le mettait en scène, hein, à travers Gandhi, qui est l'allée au sud, Alphand, et bien sûr depuis la Grande Volière qui est en haut. On a pu comme ça dessiner des interfaces entre la rivière et les manèges, entre les manèges et l'allée Alphand, en recréant justement ces alignements de tilleuls surélevés, en y glissant quelque chose en dessous. Et puis enfin, comment chaque manège, puisqu'on avait cette question-là aux Alpes, devenait effectivement un lieu en soi, mais aussi qu'on épaulait, qu'on ourlait, hein, et qui permettait de ne pas avoir une attraction seule, mais bien une attraction dans un jardin. Donc comment les roquettes qui ouvrent le 1er mai traversent une forêt de séquoias, comment on arrive effectivement à créer un univers aussi dans quelque chose d'extrêmement à la base ludique et souvent un peu pas pauvre mais dégagé, hein, voilà, et qui n'était pas trop dans l'univers, je vous avoue, au départ. Voilà, donc comment la rivière enchantée, à travers les perspectives de départ, se réouvre, hein, bien sûr, avec le centre, et puis comment, effectivement, ces continuités paysagères, comment les séquoias, on les retrouve en haut et en bas, comment on a effectivement cette liaison, hein, transversale et longitudinale, et comment on immerge effectivement le visiteur dans une atmosphère. Pareil pour les abords de la rivière, dont la promenade des cerisiers continue et effectivement nous permet de retraverser, de la traverser différemment, de recréer bien sûr l'art des rocailleurs avec la façon comme au but de Chaumont, de passer sur l'eau, hein, et d'avoir effectivement ces continuités. Enfin, comment entre les grandes écuries et le lac, on arrivait avec Manu, effectivement, qui a travaillé aussi avec nous sur ce projet, à retrouver des séquences et à retrouver une logique, hein, de dessin classique avec les cuissons, etc., et qui pourtant s'inscrit dans un miroir d'eau contemporain. Voilà, les jeux d'enfants qui eux aussi qu'on a beaucoup travaillé. Bon, tout ça a donné un plan masse, qui est celui qui est aujourd'hui dans le guide du visite et qui est donné aux visiteurs, hein, où on retrouve effectivement notre grande ellipse. D'ailleurs, Barry Deschamps le décrit assez bien, il parle de parc d'exposition où à partir d'une rivière centrale dégagée et ouverte, le visiteur doit, au fil du pas, découvrir et comme une surprise, rentrer dans des bâtiments qui exposent les meilleurs savoir-faire du monde animal et du monde végétal. Voilà, il explique un peu comme ça. Et donc, on a effectivement cette nature un peu
domestiqué, sacralisé, pas autant fétichiste que les Anglais, hein, qui eux étaient plutôt dans un désir de nature, de reconstitution. L'art des jardins du Second Empire est plutôt quand même de l'art de la mise en scène, hein, enfin, en tout cas dans les écrits, dans les choses comme ça, dans le premier plan mobilier avec Daviud, hein, on est quand même dans une écriture où on affirme les choses, on dessine les choses, on met en scène les choses, et on n'a pas peur de faire une fausse cascade, une fausse rocaille, on y va, quoi. Voilà, bon, tout ça a donné des projets où effectivement on a repincé les allées, on a fait en sorte de remettre en scène, là en l'occurrence depuis l'allée Alphonse, je ne vous montrerai que celle-là parce que sinon je pourrais faire une conférence sur l'acclimatation qui durerait rien que ça, 2 heures, et comment on arrive sur la fontaine sèche, comment on a dessiné ce plan d'eau qui développe de la brume, qui développe en l'occurrence des gemmes pour que les enfants jouent dessous, jouent au-dessus et recréer de la surprise puisque ces choses-là, comme au 19e, surgissent d'un coup, hein, et évidemment les gens se font arroser, crient et ça participe à l'événement. Voilà. Comment on crée les continuités à l'extérieur et à l'intérieur, puisque une grande vertu de ce projet, c'est de dire comment on redonne à voir de l'avenue Gandhi, donc de la promenade publique vers l'intérieur du jardin, sans forcément y rentrer, mais même le soir, hein, voilà. Et comment cet univers végétal, je l'ai poursuivi à l'intérieur du bâtiment de Guéry, pour qu'effectivement chaque lieu, en l'occurrence ici le jardin des cerisiers, eh bien, remette en scène une faille, hein, et puisse créer aussi un univers où les gens ont envie de s'asseoir, ont envie de se regarder, de contempler, en l'occurrence le bois de Boulogne. Et renvoyer aux fougères qui existaient 150 ans avant, évidemment. Le projet de Fonserane, c'est un grand site, c'est un des sites les plus visités par les bateaux, c'est le canal du Midi, c'est Béziers, c'est Riquet, c'est évidemment le XVIIe siècle, hein, donc c'est les travaux royaux, le canal royal, bien sûr, entre les mers. C'est une écriture magnifique, bien d'abord végétale, un peu plus tard, puisqu'au début le canal du Midi n'était pas planté, hein, c'était ouvert, puis après on l'a planté pour avoir des arbres qu'on pouvait exploiter, puis en plus ensuite on l'a planté pour avoir des arbres qui donnaient l'ombre, qui puis permettaient aussi de l'eau qu'elle s'évapore moins, puisque le canal du Midi est à eau perdue, et qui permettait aussi de tenir les berges. Malheureusement ces platanes, comme vous le savez, sont en train de mourir, et donc on a développé tout un projet avec Véronique Mur aussi, et Pousse Conseil, de replantation du canal du Midi, en essayant de rescénographier par séquence, hein, ce canal, sans forcément remettre toujours la même essence, pour éviter que si une nouvelle pandémie arrive, qu'on ait le désastre d'aujourd'hui, c'est-à-dire 40 000 arbres, qui représentent 90% des alignements, et qui sont en train effectivement de mourir à cause du champ de coloré. À Fonserane, on pense que Riquet a fait exprès que le bief de Fonserane, qui fait 50 km, puisse descendre d'un coup dans sa ville natale, enfin en tout cas certains historiens le pensent, et donc on a ces fameuses 9 écluses, hein, qui descendent, les fameux 23 mètres pour arriver à la plaine de l'Orbe, et qui donc devaient être réaménagés. Donc c'est un concours qu'on a gagné en 2012, sur un schéma de fonctionnement à l'époque où les gens se garaient à droite, montaient la pente et redescendaient, et faisaient une toute petite boucle sur le lieu des éclusiers. Le programme et notre projet a fait en sorte qu'on réinverse les choses, d'abord d'arriver par le haut du site, hein, pour effectivement accueillir un peu mieux les visiteurs, de monter au cavalier, voilà, vous allez voir ça, avec cet alignement de mes coucouliers qu'on a recréé suite à la disparition des platanes pour arriver sur le coche d'eau. Au coche d'eau, il y a des choses qui se passent, il y a un spectacle immersif, on peut boire un coup, on est accueilli, etc. On descend les 9 écluses, qui est d'une façon quand même assez plus aimable et plus fantastique de découvrir la ville de Véziers, la cathédrale et la plaine. Et puis en fait de traverser, non pas sur la 5e écluse, dans une toute petite passerelle, les choses, mais d'avoir une vraie passerelle belvédère qui nous permet d'arriver à l'île des Éclusiers, où il y a encore les éclusiers qui vivent, de traverser un verger, et ensuite d'aller, si on le veut, prendre une navette ou aller à pied pour aller jusqu'à Béziers. Donc ce plan masse nous a permis effectivement de recréer des univers totalement différents entre ce qui conduit le pas et ce qui anime la visite. On avait comme ça 7 familles. Hein. C'était pour arriver à
à convaincre aussi la commission supérieure des sites et la commission des sites de dire que la protection est effectivement importante, mais que la façon dont on va déambuler dans ce site est aussi majeure. Et que la façon dont on allait accompagner et guider le pas, qu'on allait souligner l'ouvrage, d'accueillir grâce au bâtiment réhabilité par un cas, de traverser, comment on franchissait justement ce canal, comment on le faisait comprendre, comment on le partageait, comment on protégeait et guidait les visiteurs aussi, puisque prise de chute, enfin bon, voilà, comment on pouvait s'asseoir, comment on s'est battu comme des fous pour avoir des bancs, voilà, parce qu'effectivement un banc c'est une façon de profiter du site, et puis comment effectivement on peut visiter le site la nuit, et comment on mettait en scène aussi ce patrimoine, effectivement, à la nuit tombée en été. Voilà. Donc on avait cette famille comme ça, et c'est cette famille, à chaque fois, on s'est évertué à de dire qu'est-ce qui appartient au XVIIe et qu'est-ce qui appartient au XXIe. Donc quand on est dans un registre XVIIe, effectivement, on ne déroge pas, et que la question des parapets, la question des ouvrages, les ouvrages des guides, les ouvrages des bornes, des bollards, des vides d'amarrage, tout ça devait renvoyer à l'univers de Riquet et à un univers qui fait 230 km, alors que ce qu'on faisait pour les gens, pour la façon dont on allait partager ce patrimoine, était effectivement contemporain. On a réussi aussi à convaincre les autorités de dire que les plantations devaient à chaque fois mettre en scène aussi le monument et sa promenade, et avaient une écriture particulière entre ce qui appartenait effectivement aux 7 écluses, ce qui appartenait au canal dans sa linéarité et dans sa connexion avec Colombier et la ville, ce qui appartenait au renvoi de l'histoire de l'agroforesterie avec lesquels on a pu planter l'aire de stationnement, puisqu'effectivement, autrefois, les descendants de Riquet, qui avaient la concession du canal, avaient des arbres pour les faire pousser et pour les couper. Voilà, donc on a fait en sorte que notre aire de stationnement puisse à un moment, avec la densité, pouvoir être dépressée, être coupée en bois d'œuvre. Je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, c'est possible. Comment, effectivement, les bosquets nous permettaient d'asseoir et de régler toutes les interfaces et les imperfections que le temps avait un peu mis par rapport à quelques édicules. Comment les vergers, les anciens vergers des éclusiers et le nouveau verger qu'on créait permettaient effectivement de renvoyer ce côté vivrier et utilitaire de cet ouvrage. Et comment enfin le jardin de l'aubergiste était l'endroit tout petit qui effectivement permettait aux gens de manger sur place et d'être dans une logique plus domestique. La scénographie extérieure nous a permis de créer 4 grandes haltes qui racontaient à la fois où on se situait dans ce plus grand parc linéaire du monde, puisque c'est le cas, comment effectivement on arrivait à expliquer à travers une maquette comment on franchissait l'Orbe et comment Béziers est sorti petit à petit de ses murs, comment enfin on avait 3 tracés, puisque le canal, depuis le XVIIe, à un moment, on a créé au XIXe un pont-canal, et le tracé qui est tout droit là est devenu obsolète parce qu'il était conditionné par les crues de l'Orbe, donc parfois on ne pouvait pas passer, on était bloqué à Béziers. Et puis l'escalier d'eau que vous avez en bas là était une machine incroyable qui n'a pas beaucoup fonctionné, mais qui permettait de pousser les péniches pour pas qu'ils mettent 1h15 pour franchir. Voilà. Donc tout ça, c'est 3 tracés qu'il fallait expliquer, et puis bien sûr le quatrième halte qui était une façon d'expliquer le rapport avec Béziers, le rapport avec la ville, la capitale mondiale du vin, et comment effectivement on reliait dans cette logique presque à un projet grand site, puisque l'objectif c'est de travailler d'Anserune à l'Orbe, et ensuite de l'Orbe à la mer, donc de renvoyer dans un projet de territoire que le président de l'agglomération effectivement portait de ses vœux. Voilà, donc comment ces différentes scénographies, ces différentes postures, ces 4 haltes, eh bien effectivement, on en a fait d'abord un morceau de paysage et un morceau pour s'arrêter, pour contempler, pour comprendre, mais d'abord un lieu agréable. Et comment enfin tout ça s'est mis en scène. La première halte, vous l'avez là en bas de l'image, et donc on a dessiné une rampe tortueuse, déhanchée, etc., exprès, pour qu'effectivement le visiteur arrive tout doucement en haut, et comprenne la question du cavalier, puisque le cavalier est un immense remblai pour tenir l'eau en haut,
Et puis en même temps permettait bien sûr à tous les publics, puisqu'on est à 4%, d'accéder en haut. Comment tout ça, on arrive sur le coche d'eau et on redescend en bas, là c'était à l'ouverture, donc on venait de livrer, donc comment effectivement on fait vivre jusqu'au bout. Et puis comment les abords effectivement du coche d'eau, dont on a détruit la partie 19e pour retrouver l'emprise de l'élément particulier du 18e, depuis la photo d'ailleurs la cloche du coche est revenue, et comment un cas a dessiné une extension contemporaine pour le restaurant, pour à la fois avoir un lieu d'animation, qui coulisse avec l'écriture 18e et l'écriture d'aujourd'hui, et qui aussi soit un formidable belvédère sur la ville. La nuit, c'est aussi une façon de mettre en scène le paysage, de raconter aussi une histoire. Donc comme à Poli, on arrive sur le côté, voilà. Et donc le pignon du coche d'eau, où il y avait à l'époque une auberge, hein, voilà, on pouvait s'arrêter, c'est là qu'on faisait reposer les chevaux, etc., qui tiraient les bateaux, effectivement, est un lieu aussi de projection. Et donc on a 6 images qui racontent, depuis le portrait de Riquet jusqu'à des photos de drone, et bien effectivement le paysage que les gens ne voient pas forcément la nuit, et qui renvoie à des documents aussi d'archives. Voilà, et puis enfin on a dessiné, c'était le pari qu'on avait fait, une grande lisse, c'est une lisse qui fait 450 mètres de long, voilà, qui est unitaire, qui renvoie à une famille de serrureries qu'on a sur l'ensemble du site, et où on a fait le pari de dire on recule les visiteurs, on donne à voir le spectacle, qui est le spectacle des bateaux, hein, qui est absolument incroyable, etc. Et les visiteurs, effectivement, maintenant, même si au début étaient un peu surpris, voire frustrés, et bien maintenant, finalement, ils sont sur un bastingage. Ils remontent la pente avec les bateaux, donc vous avez une espèce de cohorte comme ça, assez rigolote. Et pour ceux qui ne veulent pas ou qui veulent continuer leur promenade, et bien au bout des écluses, vous avez une petite passerelle qui nous permet de traverser, et ensuite une passerelle belvédère qui nous permet d'aller sur l'île en face. Donc une façon effectivement de mettre à distance, mais en même temps de donner au plus grand nombre la façon d'observer et de voir un spectacle. Avant-dernier projet, pour qu'on puisse garder du temps pour les questions, c'est Navacelle. Navacelle, on avait une façon incroyable, on avait fait un pari fou, c'est de dire, on détruit le restaurant qui est au bord du cirque, qui était au droit du numéro 4, hein, du petit numéro 4 là, on se recule, on va se glisser tout au bout de la doline. La doline, c'est des dépressions sur le causse cultivé, hein, où les argiles se sont accumulées depuis des millénaires, et où les agriculteurs cultivaient leurs céréales. Donc on va se mettre tout au bout, on va encore reculer l'aire de stationnement, encore derrière, et de là, le fantasme, c'est de dire comment on arrive au vide. Comment, comme un rideau qui se lève, au fur et à mesure, le vide apparaît. Et donc on a créé 4 belvédères, donc 4 façons de voir ce vide, pas forcément pour avoir le vertige, hein, mais aussi pour étudier la question de l'horizon, la question de comprendre les éboulis, la question du panorama en 6, pour qu'on ne soit pas forcément à voir que le vide, mais aussi l'arrière, hein, le pic d'Anjou, enfin, les montagnes, hein, les contreforts. Et comment dans ce paysage-là, on va d'abord aussi retravailler tous les petits murs que vous devinez là, qui sont ces enclos où effectivement les bergers avant faisaient pâturer leurs moutons, mais il y a encore des vaches, hein, les vaches se baladent sur le ruban, voilà. Et on retrouve cette écriture vernaculaire qui était effectivement le caractéristique du Causse, hein, dans sa façon de travailler les pierres, d'extraire les pierres de la terre pour construire des murs ou des abris. Et le bâtiment est devenu aussi un abri. Donc comment d'un existant que vous avez là, on crée un autre projet, hein, où effectivement le ruban se déploie, s'articule, va chercher un clapaz, va chercher une chaîne, va chercher une facilité du terrain, hein, pour effectivement offrir aux gens ce spectacle. Donc on part du bas, on se gare en bas de l'image, la draille qui est un motif paysager emblématique, hein, du Causse qu'on retrouve aussi dans le Larzac, qu'on retrouve
dans le GR30 qu'on retrouve là. Donc cette draille entourée de murs devient une façade d'un bâtiment, c'est-à-dire que comme une orange qu'on aurait pelée, hein, on contourne et puis le muret devient une façade et cette façade se retourne sur le vide. C'est infiltré, la végétation des pierres, le toit est en pierre, se colonise petit à petit parce qu'il y a une continuité, une vraie continuité en bas à gauche de l'image entre la végétation et le mur et le toit. Et comment enfin on arrive à créer une promenade qui va chercher le vide en plusieurs lieux avec la boucle, hein, même si la boucle peut se prendre d'un côté ou de l'autre, et avec plutôt un chemin de lumière à gauche en l'occurrence, et plutôt un chemin d'ombre à droite. Donc tout ça a créé effectivement une organisation du paysage où les chênes, la chênaie, les buis, hein, dans le Causse on dit souvent sur le Causse les pierres poussent plus vite que le buis, hein, parce qu'effectivement on a toujours ces pierres qui remontent et les buis qui sont effectivement ras et qui parfois étaient déforestés autrefois pour pouvoir faire paître les moutons. Donc on est toujours dans cette logique-là. Et comment effectivement on va déambuler comme ça, on va se diffracter et on va donner ce vide à voir. Comment la route qui traverse le site, eh bien elle-même est traitée comme une draille pour éviter que les gens se garent et les inviter à se garer plus haut. Et aussi comment on contourne ça pour qu'effectivement on puisse toujours travailler dans un site traversé. C'était le problème d'ailleurs de ce projet, c'est qu'on devait le traverser ce site, hein, en voiture. Et comment enfin les belvédères, qui étaient des grandes avancées comme ça, mais pas forcément en porte-à-faux, hein, marier à la fois ces murets en pierre, qui eux-mêmes racontaient aussi l'histoire de ces dolines, et qu'entre les murets en pierre, on avait effectivement des parapets, des contentions en verre, hein, que vous devinez, pour pas que les gens avancent trop et se cassent la figure. D'ailleurs, il y a des gens qui même parfois ne s'avancent pas trop de peur que ça, voilà, qui ont cette appréhension du vide. Et pour autant, évidemment, tout ça est parfaitement sécurisé. Et comment on contourne quelque chose et qu'à chaque fois, chaque belvédère n'est pas un cul-de-sac, mais un ruban qui se déploie et qui s'enroule. Voilà, le dernier belvédère a été traité plutôt comme une place, où effectivement vous voyez les gens arriver à droite et ils contournent pour arriver sur le vide. On a effectivement cette dalle qu'on accroche comme une assiette sur un balcon, voilà, qui s'accroche au terrain, et le bord de l'assiette déborde un tout petit peu. Voilà. Et comment là, en l'occurrence, on a travaillé plutôt avec une maille métallique transparente, qui ne se reflète pas la lumière, pour qu'effectivement on donne cette ouverture et ce vide. Et puis après, il y a plein de petites astuces. En l'occurrence, vous avez 4 petits rochers que vous voyez là, ces 4 petits cubes qui sont les 4 roches du site, entre les schistes et les calcaires durs et les calcaires argileux, voilà, mais qui sont en fait des bancs. Donc les gens, ils savent, en tout cas s'ils se renseignent sur une idée, on leur dit sur quoi ils sont assis. Et puis il y a une maquette qui effectivement se remplit d'eau lorsqu'il pleut et qui fait comprendre les gorges de la Vis et bien sûr du siècle de Navacelle. Voilà, on a jusqu'à été diffracter les bétons pour qu'effectivement la limite entre ce qui appartient aux visiteurs, c'est-à-dire sur lequel on roule avec les vélos, avec les fauteuils, avec les cannes, avec les poussettes, et bien effectivement devienne quelque chose de le plus mimétique possible avec le site, et qu'effectivement ce béton diffracté, qui a été cassé sur place, ne renvoie pas trop à un ruban, mais renvoie bien à une matière qui effectivement s'infiltre avec les pierres du site. Ça c'est la vue lorsqu'on arrive sur la Doline au lointain. Voilà, pour finir, parce que c'était la fiche de la conférence, et pour conclure, la question du voyage, pour renvoyer à ce qu'on disait tout à l'heure, avec effectivement Stevenson, à Arjusan, dans un univers landais, de forêt, avec des lacs qui ont été créés par une ancienne usine de lignite, où les gens exploitaient le lignite, et donc ont creusé sur des lacs qui font maintenant 500 hectares. Eh bien, l'objet du désir, c'était le voyage, c'était la traversée du lac. Et on a gagné là-dessus d'ailleurs, comment passer d'une rive à l'autre, et comment les visiteurs, on les accueille à la maison de site que vous voyez en bas de l'image, en lien avec le petit village d'Arjusan, entre Mimizan et Mont-de-Marsan, et comment on traverse ce lac pour arriver à voir les végétaux qui, il y a 60 millions d'années,
se sont fait engloutir et se sont transformés en lignites. Donc c'est le fameux Miocène, enfin les géologues du Miocène. Donc on est allé encore une fois avec Manu voir ces végétaux et Macar-Moulin où ils vivent encore, c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis, entre la Floride et les Appalaches, où effectivement ces végétaux-là, effectivement au gré des migrations, leurs descendants vivent encore voilà. Donc on a récupéré des graines, on a récupéré des plantes, on est allé mettre des contrats de culture, et pour expliquer que ces végétaux-là, qui étaient à moitié immergés, dont certains qu'on connaît, bien sûr c'est les cyprès chauves, eh bien étaient replantés dans un jardin pour justement expliquer comment cette évolution climatique, cette évolution du trait de côte, eh bien, avait fait en sorte que ces végétaux étaient engloutis, s'étaient conservés. D'ailleurs, dans une expo, on met une boîte de cornichons, cornichons qui se conservent dans un milieu acide. Donc, comment ces végétaux se sont conservés et comment ils sont réapparus, puisqu'il y avait des macro-déchets lorsque les hommes, effectivement, 60 millions d'années après, ont extrait, 40 millions d'années après, pardon, ont extrait le sable et le lignite qui était 40 cm en dessous. Voilà. C'est un petit peu rapide, mais c'était ça le fantasme. Voilà. Et donc tout ça a créé donc une descente pour aller prendre le bateau, donc avec le pavillon de l'eau, voilà, qui est aussi un plongeoir, enfin bref, pardon, ça a d'autres vertus que de prendre le bateau. Et comment on prend le bateau et on arrive donc dans ce jardin un peu merveilleux où on a creusé des îles, on a creusé des lagunes, on a dessiné un ponton et dessiné effectivement un ruban qui nous permet de traverser ce paysage qui est en train de se constituer. C'est un projet qui est encore jeune puisqu'il a 3 ans, mais qui déjà interpelle les gens. Il y a des visites guidées, il y a des livrets de visite et qui, avec le temps, comme dans notre métier du projet, va se bonifier et va traverser effectivement, jamais de façon droite, mais en creux, eh bien une façon de mettre en scène justement cette fameuse lande et cette très belle lande des Landes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Bon, je pose la première alors. En tout cas, merci pour votre présentation. Vous avez présenté votre démarche, votre posture que vous avez caractérisée de naturaliste et beaucoup de projets que vous avez réalisés depuis 2003, depuis que vous avez constitué votre agence. Moi j'avais une question concernant la gestion de tous ces parcs, ces jardins que vous avez conçus. Vous avez parlé à un moment de différentes techniques que vous avez utilisées qui sont empruntées à la sylviculture ou à l'agriculture. J'avais noté, je ne sais plus, régénération, recépage, semis, labour, dépressage. Ça, c'est des choses que vous avez mis en place dans certains projets. Donc vous avez un peu, comme à Poly, vous avez un peu fait une conception par la gestion dans certains secteurs. Je me demandais de fait comment ces secteurs ont évolué et comment les gestionnaires les ont fait évoluer ou les ont pas fait évoluer et si vous aviez conçu des outils pour assister les gestionnaires et à quoi ça ressemble aujourd'hui, parce que ça modifie très certainement les ambiances et la scénographie que vous avez proposé dans certains cas. Dans notre métier, effectivement, le temps, tout doit être fait de mon point de vue pour que le temps joue pour nous. C'est-à-dire qu'un projet doit pouvoir évoluer, je n'ai pas dit naturellement parce que c'est un contresens, mais en tout cas doit pouvoir être gérable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être esclave de son paysage, même si dans certains jardins, et c'est le propre d'un jardin, on a effectivement une maîtrise, même parfois absolue, de déséquilibre, même de ce qu'on a planté. Et parfois il y a des clients qui nous disent mais comment j'ai perdu cette plante, je l'avais il y a 3 ans, où était-elle? Bon. Et ils nous demandent de la replanter, on lui explique pourquoi elle a disparu, mais parfois c'est difficilement compréhensible, ou en tout cas vous avez des jardins qui sont dessinés de telle façon qu'effectivement on doit les tenir, presque en être esclave, mais c'est des jardins qui sont très maniéristes, ou en tout cas dont la composition architecturée est plus importante que la dimension végétale, enfin, en tout cas la dimension de l'épaisseur végétale.
nous, on a la chance, avec ces projets de site, qui sont des projets extrêmement gourmands et extrêmement preneurs en termes de temps et d'équipe, et donc d'honoraires. Donc il faut qu'on ait les honoraires pour faire ces projets-là. Dieu merci, en concours, on n'est jusqu'à présent pas jugé sur les honoraires, donc on arrive encore à avoir des taux d'honoraires importants. Et les projets que je vous montre, c'est 12-14% d'honoraires, sinon on n'y arrive pas. Nous permet aussi de suivre derrière les sites. Alors, la première année, la fameuse garantie de parfait achèvement, mais souvent, l'implication qu'on doit déployer pour convaincre les habitants, pour convaincre les gestionnaires, c'est-à-dire actuels ou futurs, je parle des jardiniers, des forestiers, des agriculteurs, l'implication qu'on a avec les associations locales, qu'on a avec les anciens ouvriers, parce que parfois c'est le cas. À Arjusan, c'était aussi le cas, qui nous ont d'ailleurs prêté leurs objets à la fin. Voilà. Et bien fait qu'il y a une espèce de, quand même, de relation un peu amoureuse qui se met en place, et souvent on a la chance de pouvoir suivre nos projets après. Le Rayol, créé par Gilles, ça fait depuis 92, enfin lui depuis 88, moi depuis 92. Donc on a 2 comités techniques par an. Voilà, c'est surtout lui qui les anime, bien sûr. À Poly, pour arriver à ce paysage un peu fantastique, moi ça fait 10 ans que je suis Poly. Donc ça fait 10 ans que le maître d'ouvrage, à moins de 4 000 € par an, pour ça on est en dessous des seuils, enfin des seuils du conseil départemental, on arrive effectivement à avoir 2 comités techniques. Et ma stratégie, qu'on va essayer de mettre en place aussi à Fonseran, c'est que dans ces 2 jours-là, souvent le site est fermé, tout le personnel est là, donc les gens de l'accueil, les gens de la boutique, les gens du ménage, les guides, les jardiniers, bon, bref, voilà, tous ceux qui font vivre le site. Et on a effectivement une journée d'échange, d'études, avec un ordre du jour qui prépare effectivement les problématiques que les gens ont, et de visite du site absolument, hein, où effectivement les gens découvrent ensemble parfois des choses, parce que souvent c'est pas qu'ils se parlent pas, mais il y a les fonctions, et on se retrouve et on se balade comme un visiteur, voilà. Et moi j'ai des remarques à leur faire, et souvent eux ont des questions à me poser, et on s'aperçoit qu'avec le temps, moins il y a de questions et moins il y a de remarques. C'est-à-dire qu'il faut transmettre tout ça, et voilà. Alors on a d'autres outils que vous connaissez évidemment, c'est les plans de gestion. Sur le conservatoire du littoral, chaque site a son plan de gestion, hein, donc on en a fait sur certains sites, et sur d'autres sites, on a effectivement pas forcément un plan de gestion qui est un peu lourd. Enfin, on a en ce moment ça sur le parc de Saint-Nice et Saint-Perpignan, mais ça marche très bien, hein. Mais des petites notes ou des petites missions de conseil comme ça que les maîtres d'ouvrage nous donnent. Mais il y a des fois où ça nous échappe totalement, comme vous le savez, et effectivement le politique, et c'est bien son droit le plus absolu, reprend la main, refait avec ses jardiniers, voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que le dialogue est interrompu. J'étais à Carpentras l'autre jour, parce qu'on travaille en ce moment sur le Mont Ventoux. Ils avaient pas rabattu les miscanthus et les élimus, qui me fait ma grande prairie sèche là, entre le rempart et le Lauson. Bon, bah, j'ai fait juste un petit mail au directeur des services. Monsieur, vous êtes sûr que... Voilà. Bon, et 2 jours après, j'avais un petit mail du premier adjoint qui me disait « Non, mais Philippe, vous inquiétez pas, c'est bien prévu. » Voilà, bon. Voilà, donc ce qu'il faut, enfin, ce que je retiens, moi, de mon métier, c'est que ce rapport avec les gens est quand même la meilleure façon que les gens s'approprient un projet qui n'est pas le vôtre, mais le leur, s'approprient la façon dont on veut le faire vivre, et qu'on leur donne les clés pour qu'eux-mêmes le fassent vivre eux-mêmes. Voilà. C'est compliqué, ça prend du temps, mais c'est possible. D'autres questions? Ou remarques, ou critiques, ou étonnement, ou... Est-ce qu'on pourrait préciser ce que vous avez dit tout à l'heure
au début, le meilleur moyen de protéger un site, c'est de l'ouvrir. Et du coup, parler de ce dialogue-là, j'imagine que dans les équipes, il y a aussi des écologues dans la mission de protéger, préserver tous ces verbes-là, les sites, plus que de les ouvrir, de les scénographier. C'est quoi votre philosophie sur ça? Comment on arrive à convaincre? Moi, je suis convaincu. En fait, avant de répondre à cette question-là, de savoir si on peut ouvrir et comment ouvrir et qu'est-ce qu'on ouvre, il faut savoir quelle est la valeur du paysage et du site sur lequel on veut travailler. Et effectivement, les écologues avec qui on travaille, Makar Moulin, Biotope, voilà, nous font d'abord une cartographie en termes d'enjeux naturalistes des sites. Parfois elle existe, parce que c'est Natura 2000, il y a déjà des Indocop, il y a déjà tout ça, mais qui, avec un regard bienveillant, je reprends ce terme-là, nous dit voilà, là tu peux, mais fais gaffe, telle période, là on peut intervenir, mais avant il faut que tu déranges les bestioles pour pas qu'elles se renichent pendant que tu fais tes travaux, là on pourrait le faire, mais il ne faudrait pas s'approcher à plus de temps, parce que sinon on va déranger. Bon, donc c'est un dialogue, voilà, et en fait, moi je pense que ça marche si effectivement on a ce que j'appelle moi la conscience biologique des choses. C'est-à-dire que, et c'est le propre du paysagiste, c'est-à-dire que si effectivement on prend ça comme une contrainte et de dire ah c'est les écolos qui vont non, voilà, si ça marche pas, si ça marche comme ça, c'est mort. Donc effectivement, la formation qu'on nous donne dans les différentes écoles de paysage en France, ou en tout cas il y a différentes obédiences, mais peu importe, c'est transversal et on sent bien que ça énerve quand même tout ça, c'est qu'on comprenne comment ça marche. L'autre jour j'étais avec la ville de Paris, avec le jardin d'acclimatation, et le directeur du jardin d'acclimatation me disait mais Philippe, il paraît qu'il faut qu'on ne mette pas de sédum sur les toitures végétalisées. Mais pourquoi pour ça? Bon, je dis mais c'est tout bête, c'est que ton sédum ne fleurit pas comme une prairie fleurie et ne participe pas à la chaîne écologique. Donc je lui ai expliqué ce que c'était une chaîne écologique, comment les choses, les continuités de support et de nourriture faisaient en sorte que la chaîne ne se rompe pas. Bon. Et tout de suite, ah oui, effectivement, oui, là je comprends mieux pourquoi on nous demande ça. Voilà. Bon. Donc si on n'explique pas ça à chaque fois, on tombe dans une incapacité de comprendre. Après, il faut affirmer le fait qu'on est aussi concepteur et architecte dans le sens de la composition. À Poly, moi je me suis heurté énormément avec les associations naturalistes, le GOR en l'occurrence, qui sont des gens adorables, parce qu'effectivement, Poly, qui était une belle endormie, qui pendant 20 ans, depuis que l'usine avait fermé et le moment où le conservatoire l'avait racheté, avec tous les projets pharaoniques qui étaient faits entre, effectivement, la nature avait repris ses droits, les peupliers blancs énormes, dont certains étaient morts, étaient en plein milieu, couchés, etc. Les pins parasols étaient une espèce de hérisson de branches, mais qui naturellement, comme vous le savez, s'auto-élaguent. Bon. Et bien, à un moment, il a fallu discuter en disant, il y a effectivement des endroits de nature et des endroits qui vont revenir à un état, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire où les saules, les peupliers reviennent, parce qu'effectivement, c'est ce que permet ce lieu-là, parce qu'il y a de l'eau et pas ailleurs, et que par contre, la notion de mise en scène du paysage et de faire comprendre ce paysage imposait qu'on coupe des arbres, qu'on enlève des bois morts et qu'on retaille des pins parasols, pour pas que les gens reçoivent une branche quand ils sont sur la plage. Voilà. Bon, c'est parfois compliqué, ce dialogue est parfois compliqué, parce qu'effectivement, il y a une absolue nécessité à faire une balance et à compenser, etc. Voilà, donc c'est un dialogue, mais par moments, là, et c'est là que le maître d'ouvrage doit nous aider. Il doit dire non, effectivement, là, on donne à voir. Donc si on donne à voir, c'est qu'effectivement, on a une action sur le vivant, et cette action sur le vivant, par moment, on a une perte de surface plantée ou de biodiversité, mais si on la retrouve ailleurs, et si elle est encore plus forte ailleurs, le gain en tout est possible. Voilà. Mais c'est un dialogue important. Moi, je me bats toujours, enfin pas toujours, mais souvent avec certains architectes, mais même moi, j'y participe en disant, mais
il faut mieux que la maison soit là, que le bâtiment soit là, ou que la passerelle soit là, ou que le seuil soit là. Et malheureusement, c'est là qu'on a le plus beau chêne ou le plus beau pin. Bon. Voilà. Et par expérience, on sait que si on s'y rapproche trop, on finit par les perdre. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup appris au jardin d'acclimatation, qui donc, on avait des arbres depuis 1860, qui effectivement avaient 150 ans. Et on s'est battu pour les garder, etc. Et tout ce qu'on a un peu trop perturbé, ben en fait, c'est 3-4 ans après que ça se passe. Hein. C'est pas tout de suite, c'est pas à l'ouverture. 3-4 ans après, effectivement, on a fini par les perdre. Quoi, voilà. Et bon, c'est des dilemmes, c'est des choses. Mais après, il ne faut pas avoir honte. C'est Guéry qui disait ça. On ne doit pas avoir honte de faire de l'architecture, donc on n'a pas à avoir honte de faire du paysage. Voilà. Donc la question de la composition et de la mise en scène est importante. Qui est l'exemple pour moi de celui qui a réussi l'équilibre entre naturalisme et conception. En caricaturant naturalisme, protecteur, on ne touche pas, on protège, on n'intervient pas. Les concepteurs, bon, on a un projet, on a une idée, et puis on ne tient pas compte du substrat naturel, ce qui a été pendant quelques siècles, mais l'attitude notamment au XIXe siècle. Alors, formidable, tu es donc là pour dire tout ce que du domaine du naturalisme peut non seulement supporter mais être valorisé par une intervention de création, d'équipement, de l'air, des parcours, etc. Donc ça c'est plutôt une remarque, hein, c'est vraiment l'exemple, un des rares exemples où cet équilibre, dans tout ce que je essaie de montrer ce matin, m'intéressait beaucoup. Et après j'ai une petite question, est-ce que tu es au courant de l'opération Grand Site qui va être lancée dans le Bas-sur-Hier, parce qu'il y a comme poli l'usine de torpille, vraiment, ça va valoriser. Alors, je ne sais pas si je pose une question, l'actualité, je n'ai pas totalement. C'est une question stupide. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui intervient. Si ce n'est pas toi, ça serait dommage, parce que vraiment, les comptes de poli montrent que c'est la démarche du pouvoir. Surtout que le plan Prost, si certains le connaissent, a une des rares traces qui est à la londe, c'est la londe des morts. Hein, l'usine de torpille, c'est hier, c'est le grand site, voilà, les prescrits, chiens, etc. Et il y a donc le plan Prost, puis quelques aliments qui sont encore visibles, donc celui de la londe. Et puis alors par rapport à ce que tu as montré, donc les problèmes de stationnement, tu as évoqué le pont du Gard, que je connais bien aussi, mais là tu as montré pour le canal du Midi, il y a l'embouclement embarcadère de la tour fondue, de la tour fondue, qui est une catastrophe, donc c'est dans le grand site. Est-ce que tu as quelque chose, une information à nous dire là-dessus, un espoir d'intervention? Voilà. J'ai travaillé sur le secteur, enfin je travaille actuellement sur le secteur. Non, j'ai pas de. Je sais qu'il y a cette politique, il y a une étude de faisabilité qui a été faite et qui a été rendue. Et il y a le premier étage de la fusée qui est l'aménagement de l'embarcadère sur la tour fondue. Voilà, donc ça va être fait. Et par contre, la réflexion globale sur l'ensemble doit normalement doit ressortir là, mais il n'y a pas de. Voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. La tour fondue et la presqu'île de Gien, ça fait partie des sites qui sont un peu inextricables, comme Rocamadour, même si Rocamadour, on y est un peu arrivé, on est en plein dedans en ce moment. C'est qu'en fait, il y a une espèce d'engorgement physique d'une pointe. Hein, c'était le cas de la pointe du Raz. La pointe du Raz, ils sont arrivés parce que là, il y avait pour le coup un morceau de nature extraordinaire qu'on pouvait restituer. À la tour fondue, on a effectivement une espèce de corridor, voilà, qui est bon. Je pense que c'est des choses qui peuvent se faire par étapes, et je pense que le fait qu'on commence à reculer les parkings au bout de la presqu'île de Gien, donc au l'embarquement de la tour fondue, ce qui va être le cas avec le projet là porté par le parc de Port-Cros, peut déjà commencer à initier une bonne démarche. Voilà. Bon. En tout cas, quand je disais tout à l'heure, et que, comme tu le fais gentiment remarquer, qu'on essayait de trouver un équilibre, je pense que c'est là aussi la richesse de notre métier de paysagiste. Et j'en reviens à l'introduction de tout à l'heure, ce qui est fondamental, c'est de trouver des équipes, des architectes, on parlait de Jean-Michel tout à l'heure, ou d'Inca, ou d'autres avec qui j'ai bossé, qui effectivement arrivent avec qui on arrive à travailler, hein, dans cette logique-là. C'est les architectes du jardin d'acclimatation, c'était les équipes de Guéry qui étaient des gens admirables et d'une gentillesse et d'une écoute absolue, où effectivement la question du construire ensemble est importante
Et que ce qui est fondamental, c'est effectivement, c'est pas l'objet, c'est pas l'élément seul, mais l'élément dans un tout, quoi. Et que la jonction des éléments ensemble est plus fort que l'addition des éléments séparés. Est-ce que j'avais raison sur les... Bon, il y avait 1% de votre travail, mais est-ce que j'avais raison sur les sites visités? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience du paysage de ces projets-là dans la salle, des sites que vous connaissez? Moi, j'aimerais beaucoup aller à Lourdes, je crois. Mais après le chantier. Le chantier, il se termine, mais pas devant la grotte. Hein. C'est pas possible. Mais dans les bains, c'est une expérience incroyable. Vous avez des bains taillés dans des baignoires en marbre, etc. Mais par contre, le bain est assez court. Ça dure 1 minute 30. Donc, et l'eau est à 11 degrés. Oui, Lourdes, on inaugure le 4 avril. Donc voilà, donc ça c'est quasiment fini 4 avril. Après, il faudra du temps pour que les choses se mettent en place et puissent se développer, voilà, s'enrichir, etc., etc. Le symbole à Lourdes, on a effectivement le nombre des apparitions qu'on a repris. Il y a plein de choses cachées qui sont aussi intéressantes. Et moi, j'aime bien ça, c'est-à-dire de ne pas tout dire et que les choses se révèlent. Et souvent, il y a des visiteurs, je parlais avec un visiteur l'autre jour à Saint-Vicence, à Perpignan, pour qui après j'ai fait son jardin, et il m'a dit, Mimi, mais ça me rappelle des choses, je suis allé avec mon gosse me balader, et il y a des choses qui m'ont interpellé, mais je ne savais pas quoi. Voilà. Et puis après il a discuté, et puis après c'est devenu un sujet de discussion, quoi, voilà. Mais c'est le propre aussi d'une architecture qui interpelle, c'est le propre les premières choses qui devaient interpeller, c'est les cathédrales et les églises, hein, qui interpellaient les gens parce qu'effectivement ils rentraient dans quelque chose qui leur créait une sensation, etc. Voilà. Bon, enfin, c'était plus sans doute pour les convaincre, mais donc il y a une façon qui n'est de pas convaincre de façon ostentatoire. Et c'est vrai que dans tous les sites sur lesquels on travaille, ils sont souvent protégés ou inscrits ou classés voilà. Et c'est vrai c'est parfois des combats avec les inspecteurs des sites, des combats virils, voilà, ou les architectes des bâtiments de France. Et c'est parfois pas évident d'arriver à convaincre que la façon dont on va le traverser, la façon dont on va délivrer ce patrimoine-là est important. Voilà. Il y a une espèce parfois d'obsession de ne rien faire, ce qui est très bien, puisqu'on est parfois confronté à ce paradoxe. C'est ce que les gens viennent voir, c'est le site, c'est pas notre projet. Hein, à la base. Ils viennent pas voir notre projet, ils viennent voir le site. Mais pourtant, la façon dont on va traverser leur paysage ou ce projet est une façon de découvrir. À Blandas, ça a été une opposition mais farouche, mais démente, quoi. Avec des manifestations, avec des gens avec des panneaux, voilà, c'était dur, très très dur, des réunions publiques jusqu'à minuit extrêmement sauvages, on va dire ça comme ça. Et la façon dont on a pu, à un moment, prendre les gens un peu par la main et apaiser et faire descendre la cocotte minute, c'est qu'on a balisé le sentier, la fameuse boucle là, que vous avez vue, hein, qui fait à peu près 3 km, 4 km, et qu'on a fait le parcours avec les gens. Et là, effectivement, il y a des gens qui disent « Ah, mais je l'avais jamais vu comme ça. » Alors qu'ils étaient nés là. Hein, bon. Et puis après, vous avez parfois aussi les néo-ruraux, je n'ai rien contre, bien sûr, mais des gens qui habitent ces lieux d'exception et qui sont arrivés là-bas pour être tranquilles, justement, pour ne pas être dans le brouhaha de la ville et les questions d'urbanité, qui sont parfois pesantes. Et effectivement, là, du moment qu'ils sont là, on ne fait plus rien. Cloche, terminé. Voilà. Et c'est vrai que la question des systèmes, moi j'avais ce discours à Pamplonne lorsqu'on a réaménagé la plage de Pamplonne, là qui est en travaux avec une équipe de maîtrise d'œuvre qui a pris la suite. Je m'étais toujours battu pour dire qu'il n'y a pas deux systèmes, le système qui protège et le système qui aménage. Hein, voilà.
Il n'y a pas d'un côté la dune comme une espèce de chose sacrée, comme si on ne pouvait pas la voir ni la traverser, etc. La dune, c'était un stock de sable pour alimenter la plage. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, effectivement, on fait en sorte que la façon d'arriver à la plage et aux paillotes, puisque le sujet était celui-là, eh bien, était une façon, effectivement, à soigner, et qu'on n'était pas obligé de se garer ni sur la plage, parce que c'était le cas, ni juste derrière la dune, mais que la façon de traverser la dune était aussi agréable, et que dans les Landes, on y arrivait très bien, en Bretagne, on y arrivait très bien, et pourquoi à Pamplonne, on n'y arriverait pas, quoi. Voilà. Bon. Juste pour dire qu'effectivement, je connais le Pont du Gard, sans parler du Rayol. Rayol, c'est surtout Gilles, quand même. Le Pont du Gard, c'était assez génial, parce que c'était ma première expérience. En fait, j'ai eu une chance, mais une équipe surtout, puisque il y a tous mes collaborateurs qui sont là avec moi. C'est qu'en fait, je pense au côté progressif des choses. Je ne crois pas qu'on obtient quelque chose en le voulant absolument. Voilà, c'est un peu comme l'amour, ça. Voilà, c'est un truc parfois on ne maîtrise pas. Donc la question du paysage, moi quand j'ai commencé à faire du paysage, c'était à Carré-Vert, c'est à gratter du calque avec la lame de rasoir, et à faire le TGV Méditerranée, la 75, c'est se bouffer bon, maintenant il n'y a plus de lame de rasoir, si encore un peu, bon ça va super. Bon, et puis les choses se sont faites petit à petit. Il y a effectivement le Rayol qui m'a beaucoup aidé avec Gilles, etc. Mais moi, je suis toujours été très reconnaissant et très modeste par rapport à ça. Et puis, il y a des projets qui vous font un déclic. Voilà, et qui vous fait passer d'un stade à un autre. Et effectivement, Mémoire de Garrigue, où j'ai eu la confiance de Véronique Mur et de Bernard Pouvrel, a fait en sorte que, sur une idée de Véronique, j'ai pu effectivement aménager ce fameux parcours de Mémoire de Garrigue, qui raconte l'histoire de l'évolution du paysage méditerranéen à travers effectivement les grands principes que sont effectivement le pâturage, le feu et la culture, au travers de la trilogie Vigne, Olive et Céréales. Et que ça m'a permis d'appréhender ça, de commencer à dessiner des choses, etc. Voilà. Et après, il y a eu Bibémus qui a été une autre couche. Et ces petites couches-là ont fait qu'à un moment, il y a pu y avoir Poly, et Poly, effectivement, on a été dans une logique de parcours, et c'est ça qui nous a fait gagner. Mais là, on vient de remporter l'aménagement du sommet du Mont Ventoux. On s'est retrouvé contre deux autres équipes en concours. Je vous assure que les deux autres équipes ont perdu. Ce n'est pas du tout une critique de ma part. Ils ont perdu parce qu'effectivement, la question de la montée au sommet, qui est très courte, parce qu'au Mont Ventoux, on monte sur une courte distance, parce que même si on peut monter depuis les stations, mais c'est ce qui nous a fait, pardonnez-moi, gagner, quoi. Cette expression gagner. Parce qu'effectivement, la façon dont ils aménageaient le parcours, etc., était sans doute, en tout cas de mon point de vue et de celui du jury, tant mieux pour moi, effectivement pas la bonne réponse. Voilà. Et ça n'a pas été sur c'est aussi sur la qualité des rendus et des dessins, mais on ne gagne pas avec ça, quoi. Enfin, Dieu merci. Bon, voilà. Et c'est la façon dont, effectivement, on met en scène les visiteurs, et à Poly comme au Ventoux, le jury je vous dis ça vraiment sincèrement, a apprécié qu'il y ait un équilibre, comme disait Didier tout à l'heure, entre la question fonctionnelle, parce qu'on a quand même à gérer 700 000 visiteurs, donc on ne va pas commencer à... Voilà, il y a 700 000 visiteurs à accueillir, donc il faut les accueillir. C'est comme il faut accueillir les migrants, il faut les loger, comme dans une ville, il faut loger les habitants. Voilà. D'abord, il y a ça, voilà, il faut accueillir les gens. Et donc, dans cette question-là, entre le moment où on accueille de façon fonctionnelle, mais à l'échelle d'un site, la question du paysage et donc de la mise en scène et du contenu qu'on délivre aux visiteurs. Nous, on a créé tout un sentier sur les crêtes du Ventoux, après qu'on appelait les promenades du Petit Poussé, et comment à travers des pierres Petit Poussé, qui ne sont pas des pierres, et qui sont des petites choses qu'on met dans les pierres, à travers des petites maquettes et des petits logos et des petites sculptures, on va faire un livret de visite pour que les gens se baladent sur le sommet du Ventoux. Donc voilà, donc comment on met en scène et qu'on délivre une histoire, et après comment le naturaliste, en l'occurrence François Macarmoulin, nous a bien identifié les zones à renaturer, nous a bien identifié comment on reconstitue un pierrier, ce qui est d'une complexité absolue entre
les rigosols et les argiles et la couverture, enfin voilà, il y a 1000 pierriums au Ventoux, et qu'effectivement, on arrivait à trouver un équilibre entre ces trois choses-là. Voilà. Et parce que, si ces trois choses-là ne sont pas conçues, dessinées ensemble, entre guillemets, ça marche pas bien, ça marche moins bien. Voilà. On ne rattache pas les choses, voilà. On ne rattache pas en cours de route. On modifie en cours de route, on adapte en cours de route, on cale à l'œil en cours de route, c'est notre avantage par rapport aux architectes. Généralement, c'est un peu calé au départ. Voilà. Moi, je fais ça beaucoup à l'œil. Donc, ça veut dire qu'on prend du temps pour... voilà. Et c'est là qu'on noue, j'en reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure, et c'est là qu'on arrive à nouer, il me semble, des liens avec les gens, parce qu'effectivement, on les implique là-dedans. Hein, on les implique là-dedans. Est-ce que quand vous concevez un projet, vous l'imaginez à travers chaque saison de l'année ou vous le projetez pour une saison spécifique? Parce que j'imagine qu'il y a un hiver, la scénographie c'est pas du tout la même qu'il y a en automne. Quand on voit des images, c'est toujours plus ouvert, toujours. Blanda, c'était il y a une semaine, c'était l'hiver. Hein. Mais est-ce que vous, vos processus de conception, vous imaginez ça? Alors, on l'imagine et on l'anticipe, bien évidemment, ne serait-ce que parce que lorsque votre univers va s'embellir au printemps ou à Nani pour la promenade des cerisiers du jardin d'acclimatation. Voilà, il y avait une espèce de fantasme de recréer les nappes avec les fleurs qui tombaient sur les nappes. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une scénographie de parcours, elle est belle, même en plein hiver. Blanda, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, on a fait des photos de drone il y a 10 jours, donc vous voyez, c'était sec et c'était sans feuilles. Moi, je pense que c'est là même qu'on voit si ça marche ou pas. Parce que si on arrive à trouver les équilibres entre les pleins et les vides, alors un plein est plus plein, bien sûr, le printemps et en été, immanquablement. Mais si on arrive à ce que ça marche dans la hiérarchisation des choses et dans les effets de cadrage et de seuil, même en hiver, ça marchera encore mieux après. Donc la seule chose où on prend en compte les saisons, là vraiment, c'est surtout ce qui renvoie aux herbes, aux grandes herbes, aux petites herbes, aux vivaces, aux grandes graminées, aux champs de blé, voilà. Ça oui. Parce qu'effectivement, il y a quand même, plus vous donnez de l'importance à ça, à ces espaces-là, à ces typologies-là, plus effectivement vous avez intérêt à rudement bien dessiner les cadres pour que quand il n'y a rien, ça soit compréhensible. Voilà. C'est les deux arcs de Poly, hein, c'est à Blandas le dessin de la Doline. La Doline, même quand elle n'est pas cultivée, hein, donc elle n'a pas d'orge ou de blé ou d'épeautre, on a envie de tourner autour, parce que c'est le vide auquel on tourne autour. Voilà. Les terrasses, le verger du Rayol, où on n'a pas replanté avec Gilles parce qu'on voulait garder ses restants que vides, bon, bah, effectivement, elles se lisent très très bien, même quand elles sont extrêmement rases, et elles sont géniales en mai, lorsqu'il y a... voilà, bon. Donc, voilà, à part cette typologie-là où il faut faire très attention, c'est Garucho, ce paysagiste espagnol qui dessine extrêmement bien ses jardins aussi parce qu'il plante beaucoup de graminées, beaucoup de céréales, notamment pour l'automne, entre ces verts foncés et les oranges des blés mûrs. Voilà. Mais sinon, non, moi je pense qu'il faut que ça fonctionne toute l'année. Et quand vous êtes sous la neige, c'est là que c'est même parfois très beau, c'est là que vous voyez encore plus les formes et les dessins des choses pour que justement on puisse les comprendre. Ça fait le lien avec la conférence de descente de Véronique Mur, déjà sur le pont du Gard, parce qu'elle en a longuement parlé. Donc si vous voulez voir des images du pont du Gard réalisées par votre équipe, allez sur le site de la Fédération française de paysage, regardez la vidéo. Et aussi sur cette question de la saisonnalité, elle parlait de ça sur la nature, parce que vous travaillez beaucoup en région méditerranéenne, où l'été pour la nature est aussi une saison de mise en dormance, où il faut
réduire sa masse végétale pour résister à la sécheresse et à la chaleur. Et c'est justement le moment où nous, on a envie de sortir, où on a nos vacances, et on a envie de sortir voir des jardins, des sites, et donc forcément, il y a des... Voilà, les questions posées par Véronique Mur dans la précédente conférence, c'était super intéressant, beaucoup plus intéressant que ce que j'ai dit là, mais parler de cette attente qu'on a envers la nature, et le musée paysagiste, c'est ça, c'est faire le lien entre une nature et nos visions à nous, et faire le passage entre ces visions. Je fais de la pub pour l'idée. Merci.